Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré avec un nouveau numéro du format Back Issues VO, qui est donc votre revue de chroniques comics, puisque c'est vrai que pendant tout le mois d'un, vous avez fait beaucoup sur les sorties VF, et on s'est dit que peut-être qu'il y en a parmi vous qui lisent en VO et qui aimeraient bien avoir des avis sur des comics lus en VO, et donc c'est pour ça que l'on enregistre un Back Issues en VO. Tout à fait, Corentin, bienvenue à toi. T'as vu, j'ai deviné la fin de ce que t'allais dire. C'était incroyable. C'est fou. C'était... En plus, t'avais pas dit VO avant. Ouais. Du coup, c'était vraiment un truc de mind game incroyable. C'était pas préparé en plus. C'est fou. On n'a pas nos feuilles de texte. Ah, on est trop fort. Vraiment, donc voilà, Corentin, tu vas bien ? Bof, franchement. Mais je vais encore une fois mentir pour les gens, ça va très bien, Arnaud et toi. Ça va parfait, mais quand même, il s'est passé un heureux événement dans ta vie récemment, Corentin. Oui, c'est vrai, je me suis paxé. Voilà. Mon chat n'est officiellement plus un bâtard. Oui. Parce qu'avant, c'était... c'est toujours un bâtard. C'est toujours un bâtard, surtout dans le sens que, comme c'est quand même un chat qui a quand même pour habitude de casser des télévisions, on peut quand même dire que c'est un bâtard. Une télévision. Oui, c'est la faute du livreur d'arty, je t'ai déjà expliqué. Oui, c'est ça. C'est plutôt juste parce que dorénavant, vous avez scotché la télé pour que ton chat ne puisse plus la renverser. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast, bien entendu, puisqu'on reste quand même... on va parler de choses qui font plaisir, donc on va pas parler de chats justement, on va parler de comics, Corentin. Qu'est-ce que tu as lu récemment en VO, Corentin? Je crois que tu as lu Heroes Reborn. Oh oui, j'ai survolé Heroes Reborn, j'avoue que ça m'a pas trop intéressé. Qu'est-ce que c'est Heroes Reborn, bien entendu, Alors Heroes Reborn, c'est l'event, on va dire début estival. Un mini-event quand même au final. Tout à fait, quand même quelques tie-in, mais ouais, donc ça a l'allure d'un event, mais effectivement c'est pas aussi gargantuesque qu'on pouvait le penser. Grosso modo, c'est tout simple, c'est une sorte de croisement entre Flashpoint et House of M, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel les héros de la Terre classique, donc les Avengers, ne sont pas là, dans une continuité qui a été réécrite où Captain America n'a jamais été libéré de sa glace. Et donc les Avengers n'ont jamais pu se former. Tout simplement parce que c'est l'événement un peu fondateur. Même si en vrai c'est pas exactement ça, puisque normalement dans les comics de Kirby il y avait déjà les Avengers avant de ramener bref. Oui. Mais là en l'occurrence c'est surtout une parodie, une assez grossière parodie même de l'univers DC Comics, puisque c'est le Squadron Suprême qui est donc l'équivalent local de la Justice League qui règle les affaires internes des humains, et donc on va suivre sur différents numéros chacun fonctionnant comme une sorte de tie-in, puisque chacun va être consacré à un seul personnage, un petit peu comme les séries, tu sais, les mini-séries de numéro 1. Ouais, tu vois, c'est un peu le même principe que la série Defenders, The Best Defense. Sauf que là, c'est aussi l'occasion d'étudier un petit peu ce monde parodique qui donc va convoquer des images qu'on connaît bien, nous autres fans de DC. Donc il y a Hyperion, évidemment, qui est Superman, Darkhawk, qui est Batman, évidemment. Le Blur. Ouais, le Blur, qui est le Flash. Cosmic machin, qui... Bref. Donc il y a tous ces personnages-là de l'univers DC qui sont donc repris sur un ton assez parodique avec différents artistes qui se relaient au dessin. Il y a du bon, il y a du moins bon, et généralement à la fin de chaque numéro, on a donc un petit segment de quelques pages qui fait progresser l'intrigue, dans lequel Blade cherche à former une équipe de gens qui pourraient, comme lui, se souvenir du monde d'avant. Donc voilà, ça fait évidemment penser à House of M et aussi du coup à Flashpoint pour le côté redécouvrir une continuité qui n'a pas été exactement celle qu'on pensait, et en même temps qui serait du coup une manipulation de réalité a priori, où quelques héros se souviennent. Donc, j'attaque sur mon avis direct. Oui. Je trouve ça assez inconséquent, effectivement. On pensait que ce serait un événement. Il y a des trucs qui sont intéressants dedans. C'est amusant de voir Marvel faire du DC, quelque part, et y aller assez frontalement. C'est-à-dire que quand ils font du cosmique à la DC, justement, enfin, on pourrait dire à la DC, on pourrait dire à la Marvel aussi, ils ramènent James Tocco, qui du coup fait un très très bon numéro, qui est du coup une parodie de Lobo avec Laura Raccoon. Quand ils font Hyperion, c'est vraiment la parodie classique, on va dire, de Superman, façon un peu fasciste. Il n'arrête pas de dire Amérique, il a le mot Amérique dans toutes ses bulles de dialogue, qui est donc la version vraiment la plus parodique que tu peux imaginer de Superman, version Homelander, version Injustice et tout. Il y a des trucs qui sont assez rigolos dedans, c'est vrai que c'est un mec qui est très violent. Ce qui arrive à Galactus, par exemple, est assez amusant par rapport à l'histoire du personnage en comics. Mais derrière, j'ai pas l'impression de sentir une sorte de progression narrative. J'ai vraiment plus l'impression de voir Aaron qui s'amuse à faire du DC. C'est presque une sorte de comment dirais-je, d'appropriation culturelle, on va dire, de personnages qui ne leur appartiennent pas. Alors c'est rigolo, parce qu'en plus on a vu récemment Hyperion apparaître dans la série sur le Maître de Corvée de Jed McKay, où justement il y avait déjà ce côté, c'est vraiment le Superman millerien, le Superman, c'est le Boy Scout et tout, vraiment très parodique, très États-Unis. Donc il s'accroche vachement à ça. Derrière, ce que ça raconte, on va dire, en termes de trajectoire d'arc scénaristique, je trouve ça encore assez pauvre. T'as l'impression limite qu'en fait c'est une sorte de grande introduction
à un truc qui pourrait finalement être une sorte de saga ou quoi. Non, parce que Saga c'est en pause et c'est chez Image Comics, donc excellent. Ça peut pas être lié. C'est excellent. Bah oui. Excellent. C'est de l'humour. Excellent. On est là. Je m'arrête là, je dis que ça maintenant. Mais non, du coup, effectivement, j'ai pas pris une tarte. Je trouve que c'est forcément. Bah non, parce que t'as pris un comics. C'est forcément inégal graphiquement, puisque ce sont ces différents artistes et tout ne se vaut pas, c'est aussi une question de goût. Hein. C'est vrai que les planches de Stocco sont magnifiques. Elles sont ouf. Le reste, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. C'est très verbeux pour pas grand chose. Enfin, c'est un peu comme les numéros de métal, tu sais, justement, où dès qu'on a ce concept d'imaginer que les choses se soient passées différemment avec des personnages qui nous évoquent des trucs qu'on a déjà vus, t'as besoin d'avoir un numéro qui te présente, pas forcément l'origine, mais le caractère ou ce qui est différent de cette réalité pour avoir un commentaire méta sur l'habitude, enfin la réalité habituelle. Et bah là, quelque part, moi, j'avoue que je m'en tape. Parce que je sais que c'est pas amené à durer, parce que je sais que tout ce propos qui pourrait développer d'intéressant en plus sur le relationnel entre DC et les héros bannières et entre Marvel et les héros bannières. Il y a vraiment une scène où Captain America va rencontrer Hyperion, qui est forcément évocatrice, puisque c'est un peu les deux héros bannières. C'est vrai que DC et Marvel sont organisés autour de figures tutélaires qui sont aux couleurs du drapeau américain. Le commentaire que pose Aaron justement sur Superman, je le trouve un peu cynique, un peu garcénicien justement. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté The Boys, il y a vraiment ce côté... ce Superman-là, c'est irrécupérable, voilà, c'est cette version vraiment très fasciste, très surveillance de masse et tout. Mais il y a quand même plein de blagues méta qui marchent bien, genre Peter Parker qui serait une sorte de Jimmy Olsen, quelques commentaires gris par-ci par-là qui sont assez rigolos. Mais dans l'ensemble, j'avoue, je sens pas que ça décolle en fait. Je trouve qu'il serait intéressant d'avoir des numéros isolés, tu vois, celui du coup sur Darkhawk avec R.M. Guerra au dessin qui est, quand on est fan de Batman, très intéressant, c'est une bonne parodie, c'est une bonne reprise des thèmes de Batman. Celui de James Stocco est très intéressant parce que c'est James Stocco et qu'en plus il y a ce côté cosmique très généreux, des mecs qui se tapent à coups de planète et tout. Mais derrière ça, tu vois, c'est des événements isolés dans un arc que je trouve assez désossé, quoi. Après, c'est vrai que nous, on se concentre vraiment sur l'intrigue principale puisqu'on n'a pas eu le temps et le courage de forcément d'aller lire tous les tie-ins qui existent à côté, parce qu'il y a quand même pas mal de tie-ins qui existent en parallèle et qui permettent de développer justement cet univers Marvel réinventé à la sauce DC Comics. Et quelque part en soi, il faudra quand même sûrement qu'on fasse un focus sur ces numéros à côté à un autre moment, puisqu'en fait, comme tu le dis, le truc c'est qu'à chaque fois les morceaux d'intrigue principaux de chaque numéro fonctionnent limite comme des tie-ins, puisque on n'a pas de liant réellement. En fait, t'as quelques micro-points, mais en fait c'est chaque numéro est là pour te montrer un des membres de leur Squadron Supreme of America, et de développer une histoire dessus, et de développer juste en fait ces personnages-là. Mais en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les 4-5 pages à la fin qui sont aussi écrites par Jason Aaron et dessinées par Ed McGuinness, qui est le dessinateur principal de cet event. Mais par contre, par rapport à la proposition, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre et par rapport, si tu veux, à la façon que Marvel a de faire et tout ça, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus... qui m'aurait beaucoup plus... agacé, ouais, ou repoussé. Et en fait, je trouvais ça même étonnamment assez accessible parce que vraiment, tu peux le prendre. Alors, justement, c'est pas un arc, un event qui est contenu vraiment... Enfin, ça fait partie un petit peu du run de Avengers du même Jason Aaron, mais tu peux le prendre sans avoir lu un seul des numéros de Avengers, justement. Et en cela, je trouve que c'est plutôt une bonne façon, si tu veux, de proposer une lecture ponctuelle, effectivement assez dans une allure de blockbuster estival, où on est là pour rigoler un petit peu, pour s'amuser, tu vois, pour pas vraiment se prendre la tête. T'évoquais un petit peu avant qu'on enregistre ce podcast l'idée de pouvoir retrouver certains des personnages ou des concepts plus tard par ailleurs. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, ça évoquerait encore plus le délire. On fait une sorte de future state, tu vois, où on propose un truc alternatif. Et si ça fonctionne, on en proposera des mini-séries ou des séries régulières après. Je suis pas vraiment persuadé qu'ils aillent dans ce registre-là. C'est vrai qu'il y a un peu un décalque aussi, hein, le fait que Heroes Reborn ne dure que sur 2 mois, que ça se finit de toute façon par un Heroes Return qui sera chargé de ramener le monde d'avant tel qu'il était. Donc il y a quand même une forme de décalque à faire juste sur 2 mois, mais je suis vraiment pas certain qu'ils vont pousser le bouchon à aller faire des titres qui en seraient dérivés. Je vois pas trop l'intérêt, surtout que Marvel a quand même d'autres trucs à proposer en parallèle, d'autant plus qu'il y a un agenda de comics qui doit absolument maintenant se caler sur la reprise des séries télé, des films et tout ça, et des projets qui sont en cours. Donc je suis vraiment pas certain qu'ils aient le besoin en fait du tout de faire ça, même si on sait qu'ils aiment produire beaucoup de papier, qu'ils aiment mettre plein de comics sur les étals au détriment des autres éditeurs. Mais je le vois vraiment comme une forme de parenthèse pour s'amuser un petit peu. Alors on adhère ou pas, effectivement.
dans l'ensemble, je trouvais ça quand même assez fun à lire, assez relativement joli aussi pour certains des numéros, mais tu vois, même pas trop désagréable, même si c'est vrai que Aaron est assez verbeux là-dedans. Après, est-ce que ça va rester dans les mémoires? Franchement, je pense pas. Non, je pense que dans 3 mois, on est déjà tous passés à autre chose et qu'on a même oublié. Mais je en pense tant qu'on que tel, n'oubliera pas la presta d'Oguera et de Stocco, non, c'est sûr. Mais après, Stocco, tu vois, mais le truc qui m'énerve, c'est que ça le met en retard sur Orphan and the Five Beasts, qui est génial. Bon, après, on doit attendre 2 mois. Plus de cosmique en plus, parce que ce sera pas ça pour Orphan. Mais c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu survolé. Le titre Heroes Reborn, forcément, du coup, renvoie aux années 90. On sait que Marvel a vraiment une politique de capitalisation sur la nostalgie. Moi, c'est plus ça, tu vois, c'est plus le format, en fait, d'apprendre ça comme un événement, alors que ça pourrait très bien être une sorte... En fait, il pourrait y avoir un arc des Avengers qui se passerait dans cet univers-là, qui serait du coup un vrai feuilleton narratif, et en fait, ces numéros-là pourraient être les tie-in de cet arc-là, comme Donny Cates a pu le faire avec les Web of Venom, etc., qui sont utiles à la compréhension, mais qui sont pas forcément indispensables. Et là, tu vois, c'est plus d'en faire un event, de communiquer autour comme un event, alors qu'au définitif, comme tu dis, c'est fun à lire, c'est perméable, ça va rien révolutionner du tout, ça va même pas rester, je pense, très longtemps dans les mémoires ni du run de Aaron, ni si tant est qu'il y a vraiment un truc à retenir du run d'Aaron. Bah non, tu vois, c'est assez curieux parce qu'il se vend quand même pas trop mal. Sinon, ils auraient déjà quand même arrêté les frais aussi. Mais c'est un peu comme le Spider-Man de Nick Spencer, en fait. C'est que ça raconte... Enfin, le mec arrive à te raconter des histoires, mais c'est presque en mode un peu pilote automatique où on fait bon, bah effectivement, je vais faire intervenir des vilains, on va essayer de placer des pions sur du plus ou moins long terme et tout ça, parce qu'il fait des choses, tu vois, avec Age of Khonshu, avec les Celestials et les Avengers de il y a 1 million d'années, tu vois, il y avait quand même pas mal de choses qu'il a pu installer sur lesquelles il est revenu de façon plus ou moins ponctuelle, mais comme avec le Spider-Man de Nick Spencer, c'est ouais, on est dans le pur, dans la pure écriture un petit peu automatique, tu vois, où tu cherches pas à raconter quelque chose de plus que en fait de juste en fait prendre des figurines les unes avec les autres, tu vois, et les faire se taper dessus et là grosso modo il a pris des figurines, il a pris ses Hot Toys d'ici, il a pris ses action figures Hasbro Marvel, puis il a juste changé les pièces, tu sais, les accessoires, il les a travestis et puis voilà, il raconte des trucs comme ça. Il a pris sa figurine Spider-Man, il lui a mis le petit casque de Batman amovible de Lego et puis voilà, c'est ça, non, c'est vraiment ça. Et alors c'est rigolo. Mais alors après, peut-être que nous, on est toujours, tu sais, aussi ces trous du cul intellectualistes, je sais pas quoi, tu vois, qui supportent pas l'idée d'avoir du simple divertissement. Enfin, moi, je pense que c'est pas forcément vrai non plus. Mais c'est un peu dans ce sens-là où tu dis, effectivement, bon, une fois que tu t'amuses avec les figurines, est-ce que quand même, t'es Jason Aaron, t'as fait quand même des bêtes de comics avant, on sait que t'es capable de faire des bêtes de comics aussi en mainstream. On est en droit de se dire, foule-toi un peu plus. Ouais. Parce que je pense que c'est pas une question d'intellectualiser. Moi, je suis très chaud. Regarde, les événements Venom de Cates, encore une fois, sont pas très intellectuels. Hein. C'est intelligemment fait, c'est bien construit, c'est du blockbuster. Tu vois, ça bourrine, ça tartine, c'est généreux. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je l'exprimerais. C'est plus, comme tu dis, c'est Jason Aaron. Et depuis le début de son run de Avengers, tout le monde attend qu'il se mette un coup de pied au cul parce qu'on a lu Thor God of Thunder, on a lu Sculpt, Southern Bastards, on a lu The Goddamned. On sait que le mec, même en super-héros, peut être très bon. Encore une fois, rappelle-toi du tie-in Wakanda de Secret Invasion, ça avait mis une tarte. C'était un peu le Night of Vengeance, bon peut-être pas, mais c'était un petit peu l'un des firmaments de cet arc-là, qui était quand même très bon d'ailleurs au demeurant. Mais je pense que c'est un petit peu, tu as tout dit quand tu as dit que c'était du divertissement en fait. C'est que nous on voit écrit event et on vient de cette vieille école de comics où l'event a un rôle en fait. Alors qu'aujourd'hui Marvel fait tellement d'events, en fait maintenant un event justement c'est juste là pour occuper. Ouais, parce qu'il y en a trop par an. Voilà, c'est ça. Et en fait les vrais trucs qui vont être les game changers ou qui vont être importants, ce sera les gros events. Il faudrait inventer un nouveau mot, tu vois, genre les vrais gros trucs qui seront importants plus tard, comme Secret Empire, tu vois. Ouais, mais parce que même à côté, le truc c'est que quand tu vois justement que les events s'enchaînent à l'appel, et que par exemple sur le simple fait qu'en 3 ans on aura eu donc Absolute Carnage, King in Black puis Extreme Carnage, tu te dis en fait mais il est où en fait le vrai gros event à partir du moment où de toute façon ils s'enchaînent quels que soient les personnages, quelles que soient les licences, tu vois à chaque fois ça s'enchaîne. Regarde, c'est un peu con tu vois, mais même sur les X-Men on a eu quand même le duel, le duo House of X Powers of 10 qui était quand même une forme d'event pour la licence. Au final, même pas un an après, on a eu donc Cross Swords, puis après ça s'est enchaîné. T'as eu le Alpha Gala qui commence en ce mois de juin, puis en septembre t'auras aussi de nouveau du Inferno, coup Inferno. Ouais. Et t'as l'impression en fait que à force de multiplier l'événementiel, en fait il n'y a plus rien qui ne va l'être vraiment. Dans ce sens-là, si la com en fait, c'est un peu tout ce qui reste aux events Marvel, c'est qu'ils sont survendus et qu'ils ont, comme tu dis, ils aiment bien vendre beaucoup de BD et du coup ça leur permet à eux de justifier un nombre maximum de tie-in, un nombre maximum de numéros alternatifs, etc. C'est pour ça qu'en fait moi je disais que je les verrais bien poursuivre à la sauce en mini-série, non pas que j'y crois parce que les numéros sont assez
complet dans ce qu'ils essayent de faire. Je veux dire, voilà, encore une fois, le numéro de Batman du Dark Oak, t'as compris, c'est Batman avec les personnages de Marvel. T'as pas besoin d'une mini-série pour pousser le concept plus loin. Mais rappelle-toi des Infinity War, parce que justement, ils avaient dit, on les garde dans un coin de l'univers ou du multivers, et si un jour on a besoin de s'en resservir, il se trouve que heureusement ils l'ont pas fait. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas justement simplement une volonté, en fait, simplement de juste trouver des idées pour mettre plus de numéros sur la table possible. Quand t'as écrit Event dessus et que t'as un beau sticker, tu peux multiplier les publications et c'est aussi bête que ça, quoi. Mais après, derrière, en fait, c'est juste des séries qui s'enchaînent et qui ont pas, enfin, c'est un univers qui s'enchaîne à flux tendu et qui a pas forcément de vocation immédiate à faire une Crisis ou à faire un nouveau Legacy, un truc qui serait vraiment utile, quoi. Ouais, et en attendant, ça fait quand même du coup depuis 2018 qu'ils n'ont pas fait de relaunch en tant que tel, tu sais, de grosses opérations de relaunch. Le dernier, c'était quand même en 2018, c'était le Fresh Start. Et justement, bon, on y est toujours, puisque les Avengers notamment, bah voilà, on évoquait le Avengers ou le Spider-Man, il n'y a pas eu de relaunch depuis, et c'est d'ailleurs les mêmes auteurs qui sont dessus. Il y a quand même quelque part maintenant, si tu veux, cet effort de longévité qui est appréciable parce que bah, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas eu des auteurs comme ça qui avaient tenu sur la durée. Regarde, Immortal Hulk, ça va finir au numéro 50. Le Venom, c'est au numéro 35. On a quand même eu des jolis runs qui se sont enchaînés ces dernières années. Captain America au numéro 30. Ouais. 25 pour Black Panther. Enfin non, Black Panther c'est plus que 25, c'est la dernière série Black Panther. Oui, je veux dire, cette série relance au Fresh Start, ça fait 25, mais oui. C'est 5 ans de run lui quand même. Voilà. Donc, mais justement, c'est ça qui est intéressant, je pense qu'ils se sont aperçus qu'en fait, tu peux pas réinventer la roue tous les ans, que les tie-in, enfin les relaunchs systématiques, ça marchait pas dans la durée, et les chocolats. Non, même pas, je le fais pas, non, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment plus ces blagues aussi. Okay. Donc, voilà, du coup, je l'ai fait spontanément, t'as vu, je suis conditionné. Pavlov, sort de ce corps. Mais tu vois, c'est plus que je pense qu'en fait, les mecs se sont dit, on n'a pas besoin de relaunch pour ramener au numéro 1. Regarde les Guardians de Donny Cates, ça a duré que 12 numéros. Ils ont lancé juste derrière. Donc au final, ils font toujours autant de numéros, c'est juste qu'ils les dispatchent un peu mieux, quoi. Ouais. La suite, effectivement, Corentin, qu'est-ce qu'on a lu d'autre dans les sorties récentes ? Eh bien, on a lu Wonder Girl. Ah, tu voulais pas varier que de l'Indé. Ok, très bien, Wonder Girl. Eh ben écoute, je vais te surprendre, j'ai bien aimé. Ah. Voilà, je trouve ça mieux. C'est mieux fichu que... Donc Wonder Girl, qui met en scène Yara Flor, la nouvelle Wonder Girl proposée par DC, qu'on avait pu voir au début de l'année dans le futur de Future State comme étant la prochaine Wonder Woman, puisque Diana, elle, est partie sur un autre plan de réalité après les événements de Dark Knight's Death Metal. Yara Flor, donc, est une héroïne d'origine brésilienne qui est créée et dont la série est écrite et dessinée par Joel Jones avec les couleurs de Jordi Belair. Belair. Ah, c'est Belair ? C'est pas Belair ? Non, je dirais c'est Belair. En bon français, moi je dis Belair. Oui. Bah écoute, ouais, je trouve ça vraiment plutôt sympa en fait. C'est la différence justement avec l'autre série, enfin les 2 numéros qu'elle avait fait pour le Future State, pardon. C'est que justement là, c'est moins verbeux déjà. Elle se donne plus le temps, c'est plus de travail de l'atmosphère et tout. Je trouve que Belair est plus forte, même s'il y a toujours ce contraste avec des couleurs assez criardes, assez vives et justement des plages de gris, un truc plus organique, je trouve, s'en dégage. Là, dès le début, voilà, ça t'évoque le début du film Conan. T'es bien dans ces chaussons-là. Elle ramène de la vraie mythologie grecque. Donc, c'est pas juste une niche d'Amazon qui serait juste au Brésil. Il y a vraiment des liens avec Themyscira. Il y a vraiment des liens avec les Grecs eux-mêmes, les dieux olympiens, en fait. Et même Yara, je trouve que l'économie justement du dialogue, parce que c'est vrai que moi quand elle est apparue, j'ai tout de suite dit tête brûlée, un peu relou et tout, et en définitive là, ce côté un petit peu je redécouvre mes origines, je remonte à mes racines, le travail du lettrage aussi qui fait très penser à ce qu'avait fait Yannick Paquette sur Earth One. Exactement, du coup c'est plus agréable, on voit qu'il y a une sorte de c'est une bonne intro, tu vois, c'est que déjà il te place l'idée que Yara serait connecté à une sorte d'artefact mystique, etc., et que ça risque de mettre quand même en péril tout cet écosystème divin. Dans l'ensemble, voilà, je trouve ça super cool. C'est vrai qu'en plus, voilà, il y a vraiment effectivement plein d'Amazones issus de la diversité. On voit un petit peu la façon dont Jones met bien en avant ce personnage-là comme un peu le game changer qui arrive, quoi, grosso modo. J'aime bien d'ailleurs aussi, voilà, on nous place une petite Cassie, on peut se rappeler quand même qu'il y a d'autres Wonder Girls qu'on a complètement oubliées, qu'on a mis dans les Titans pour s'en débarrasser. Elle était dans la Young Justice de Brian Bendis quand même. Mais qui est hors continuité maintenant. Non, enfin qui a juste arrêté. Mais elle est pas, c'est un coin particulier du multivers, la Young Justice. C'est plus utilisé dans les publications en canon, c'est ? Pour l'instant non, puisqu'elles sont pas revenues dans le programme Infinite Frontier, mais techniquement c'était pas hors continuité. Ils se baladaient dans le multivers, mais c'était pas non plus un pan hors continuité. C'était bien
c'était bien Tim Drake, c'était bien John Kent et tout ça. Enfin, Ok, d'accord. Bref, donc, du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Après, bon, c'est pas la tarte, évidemment, mais à l'échelle des numéros 1, 2 DC Comics, actuellement, je trouve qu'on est quand même plutôt dans un bon game. Bah ouais, puis enfin, il y a quand même le travail artistique qu'il faudra souligner une fois de plus. Mis à part, c'est vrai qu'il y a juste certains décors qui sont un petit peu vides et heureusement que Jordi Beller, c'est une coloriste primée de multiples fois aux Eisner Awards. Elle sait remplir, si tu veux, des cases un peu vides avec des effets qui donnent en fait un peu de consistance et qui sont pas juste des aplats que tu poses pour faire joli. Mais le travail de Joel Jones, il est toujours assez incroyable, quoi. En fait, Ouais, complètement, ouais. la façon dont enfin, moi, ce qui me dépassera toujours avec elle, c'est son ancrage. Surtout, c'est la façon dont elle utilise le noir. C'est ces contours qui sont vachement plus épais, tu vois, qui donnent vraiment. C'est pas du relief, mais qui ont vraiment une personnalité à son trait. C'est-à-dire que Si, il y a une forme de relief en vrai. Tu sais, le travail des bouches, des nez, il y a vraiment une expressivité particulière dans son dessin sur les visages. Mm. Et ce qui fait que tu reconnaîtras une planche de Joel Jones très rapidement en fait au premier coup d'œil par rapport à ce que d'autres dessinateurs ou dessinatrices peuvent faire. Mais c'est vrai que moi de toute façon moi je suis emballé par le personnage depuis le début. Justement, moi j'étais très joyeux pendant Future Quelle State, curieuse créature. alors que toi tu disais ouin, c'est pas ça. Mais effectivement, le fait que. En plus, tu vois que on te ménage un peu parce que le premier numéro en termes d'origine t'expose vachement ce qui va se passer sur. Enfin, le rapport à la mythologie grecque également, pour pas oublier que c'est une Amazone. Et petit à petit, en fait, on va aller plus glisser vers le côté mythologie brésilienne, vers tout ce qui est vraiment propre à l'Amérique du Sud, avec notamment la dernière planche dont on ne spoilera pas le contenu. Et donc, tu vois elle distille les choses de façon à tout simplement te donner envie de poursuivre la lecture au-delà du premier numéro, ce qui est un peu le but de toute façon de toute introduction. Si tu réussis pas à captiver le lecteur, ou même si tu en dévoilais trop et que tu dis, bon, en fait, j'ai capté le délire du personnage, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'estime ne pas en avoir besoin, ce serait une foirade. Alors que là, c'est vraiment pas ce qui se passe avec ce premier numéro. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, c'est aussi un peu ça qui m'intéresse, c'est de voir l'apparition de cette nouvelle mythologie, pour peu qu'on considère qu'il s'agisse d'une nouvelle mythologie qui sera pérenne, parce que c'est vrai qu'on avait déjà commencé à voir, tu sais, les dieux, le dieu du soleil et de la lune, je crois, dans un numéro avec Superman. Oui, mais aussi. sauf que ça, c'était mal écrit, du coup. Voilà, c'est ça qui était vraiment une sorte d'incarnation de Pokémon légendaire, vraiment ridicule. J'aimerais vraiment, voilà, que tu puisses avoir cette espèce de vrai métissage culturel que le personnage de Yara permet en plus. Donc voilà, en plus c'est vrai que c'est un pan de la mythologie que je connais très mal. Donc cool. Très bien, Corentin. On retourne du côté de Marvel, puisqu'on alterne en fait. Au début on fera un peu des big two, puis après on va repasser un petit peu à de l'indé. J'ai envie de te causer du nouveau Mark Russell qui signe maintenant chez Marvel le premier numéro de Fantastic Four Life Story, donc qui est vraiment la suite spirituelle de Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky et Mark Bagley. Le principe des Life Story, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait de vous conter l'histoire, on va dire entre guillemets en temps réel, de vos super-héros préférés. C'est-à-dire que voilà, on reprend vraiment le démarrage des Fantastic Four dans les années 60 lors de leur création originale en comics. Et après, le truc, c'est que chaque numéro va explorer la décennie d'après en faisant vieillir les personnages comme si le temps s'écoulait normalement dans la vie réelle et dans les comics. Et donc là, ce premier numéro avec Mark Russell, on aborde vraiment la création des Fantastic Four, ou enfin leur création, on va dire, non voulue, puisqu'en fait, il s'agit d'une catastrophe scientifique, en fait, ce qui est arrivé par rapport à Reed Richards, à qui on demandait de fabriquer un vaisseau pour pouvoir explorer l'espace, parce qu'on est vraiment donc dans les années 60, guerre froide, des crises des missiles, et tout ça, course à l'exploration spatiale. Yuri Gagarin. Et donc comment en fait cette course à l'exploration en fait a amené en fait à des scientifiques à aller trop vite par rapport à la maîtrise des matériaux scientifiques qu'ils avaient à disposition, comment ça va permettre de créer donc ces super-héros malgré eux, et comment après ces super-héros vont être accueillis par le gouvernement américain, comment ils vont être reçus, comment Richards et ses pairs vont forcément réussir à concilier leur vie et la façon dont cet événement a chamboulé leur rapport entre eux. Et bien entendu, il y a la question d'un certain Galactus.
un Galactus donc qui lui est apparu d'abord comme une forme de vision justement lors de leur premier lors de leur premier raté, et qui va devenir finalement une obsession, vraiment plus que forcément une menace complètement consciente. En fait, ça va vraiment devenir un petit peu de l'obsession du scientifique, tu sais, qu'il a perçu quelque chose et qui d'un coup va devenir vraiment une forme de quête, une forme de même de recherche de connaissances, d'avoir voilà, de retrouver en fait quelque chose qu'il a vu. C'est vraiment l'angle que choisit de prendre Mark Russell pour décrire ça. Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier numéro qui montre du coup un Mark Russell qui est assez loin de la formule satirique qu'on lui connaît? Alors, il se permet quand même de faire des commentaires, notamment d'avoir un certain recul sur ce qu'était pour lui la course à l'exploration spatiale à l'époque, mais qui est là quand même plus proche de ses personnages, qui est plus au service des personnages et de l'histoire de Marvel, plutôt que de vouloir forcément faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire tirer à balles réelles sur notre société. Mais donc là, je t'écoute parler. Toi, en fait, t'as apprécié ce numéro? Bah oui, bah quand même un petit peu. Non, moi, j'ai pas du tout, Ah ouais, vraiment pas du tout aimé. d'accord, très bien. Eh bien, je quitte ce podcast. Je vais pleurer parce que je suis meurtri dans ma chair et mon sang. Mais en fait, c'est tout bête. J'ai l'impression d'avoir déjà trop lu l'histoire des Fantastic Four, enfin leur début, etc. Là, je vois une accroche vaguement originale avec effectivement cette intrication avec la réalité politique de l'époque, Kennedy, la course à l'espace et tout. Derrière, je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Le dessin, je le trouve d'une pauvreté. C'était déjà le problème que j'avais eu avec Life Stories de Spider-Man. Du coup, effectivement, c'est dans une cohérence assez logique. Mais non, je trouve pas ça original pour dessous, en fait. Le critère le plus original, ce serait de dire que Ben Grimm en veut, en fait, à Reed pour la transformation qu'il a vécue, et qu'en fait, ils ont jamais été une famille, qu'ils ont menti, qu'ils étaient pas amis et tout. Je vois pas trop quel propos ça sert, sinon à, entre guillemets, faire mentir le stéréotype du bon ami qui tolère son handicap. Il faudra le voir aussi sur l'évolution après, parce que forcément ce postulat de départ aura des répercussions sur l'évolution dans les futures décennies. Tout à fait, et c'est plus ça que j'attends, tu vois, c'est plus si effectivement ça suit bien, parce que tu dis que ça va reproduire la méthode de Life Story de Spider-Man, mais là c'est quand même beaucoup de choses qui se passent en un seul numéro, c'est-à-dire qu'il y a le mariage, il y a le bébé, ça couvre quand même une bonne durée temporelle. Donc je me demande, moi en fait, si ça va vraiment être cette construction scénaristique en 6-60 ans du coup. Mais tel quel, non, pour l'instant je suis pas accroché. Après c'est parce que c'est le numéro d'introduction, qu'on a déjà beaucoup vu ces origines là, peut-être que c'est à partir du numéro 2 qu'il ira vraiment dans le champ de l'inexploré. Mais tel quel, je trouve ça vraiment graphiquement assez pauvre. Donc tu n'aimes pas les dessins de Sean Isaacs? Pas du tout, non. Franchement, désolé, Sean, mais je trouve ça trop classique. Il y a pas de prise de risque. C'est pas un dessin qui te marque. À la limite, si Galactus, voilà, c'est peut-être un peu le truc que tu peux sauver du graphisme général. Mais je sais pas, ça fait série Marvel classique. En fait, j'ai pas besoin de relire encore l'histoire des FF. Donc après, évidemment, encore une fois, il faudra voir comment est-ce qu'il intègre les transitions sociales des années 70, des années 80 dans son propos. Ça peut être super intéressant. Je vois ce que tu dis sur l'obsession scientifique, mais moi, c'est un truc que je connais aussi de Red Richards. Limite, ça me fait penser au film Fantastic Four, tu vois, qui est avec le même truc où Ben en veut et tout. Enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai vraiment pas kiffé. Et tel quel, j'avais pas kiffé non plus Spider-Man Life Story. C'est vrai que toi, tu ne l'avais pas fait. Après, c'est vrai que moi, j'avais bien aimé Spider-Man Life Story, parce que même sans être un grand lecteur ou connaisseur de toute l'histoire de Spider-Man, je trouvais que c'était une bonne façon, un bon résumé à la fois des événements qui étaient les plus marquants de son histoire, et que ça permette aussi de les réinventer un petit peu, parce que c'était dans un contexte avec un Spider-Man qui était vieillissant, donc toujours un petit peu différent de ce qu'on a connu. Là, je t'avoue que je suis encore moins calé sur les Fantastic Four, je connais vraiment pas très très bien leur histoire et forcément tous les tenants et les aboutissants, donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai moins eu ce sentiment de redite que toi tu as pu avoir, et que j'ai plus l'impression d'avoir à la limite ma bonne porte d'entrée pour en fait avoir le Fantastic Four 101 et me dire bon c'est grosso modo c'est les éléments qu'il faut que je connaisse pour bien les aborder ensuite. Après forcément il y aura la rencontre avec le Silver Surfer après, tout ce genre de choses. Je veux dire, je connais quand même les débuts fondamentaux des Fantastic Four. Heureusement c'est pas la partie la plus inaccessible, donc moi j'attends de voir surtout sur la suite qu'est-ce que ça peut m'apprendre, et après me rediriger aussi vers certaines lectures desquelles j'aurais pu passer à côté. Mais je trouve que le job là-dessus est plutôt bien fait. D'accord, j'accepte ce que tu dis. Après, peut-être parce que Mark Russell m'envoie plein d'enveloppes de billets verts chaque mois. Il y a beaucoup d'esprit, genre la scène où ils sont sur le plateau de télé, là où l'animateur fait des petites blagues et tout, tu vois, c'est bien senti, c'est bien fichu.
Derrière, je trouve ça encore un peu fade de mon point de vue. Et je trouve que Russell est bien meilleur chez DC pour l'instant. Cette époque où les explorateurs étaient justement invités en plateau télé, ils faisaient, voilà, c'était un peu les héros de la nation. Bah, c'est encore un peu le cas. Regarde, quand tu regardes Thomas Pesquet, c'est le héros de la nation. Il fait surtout des photos sur Twitter à 12 000 retweets, c'est sûr. Mais t'aimes pas Thomas Pesquet? J'adore Thomas Pesquet. Tu sais qu'il s'est fait engueuler par les fachos parce qu'il a montré une photo de la Terre. Il a dit, ouais, on va pas les frontières d'ici et tout. Il y a des gens qui lui ont dit que c'était un abolitionniste des frontières ou un sans-frontiériste. C'est un flag smasher du coup. Ouais, c'est ça. Bâtard. Il a bien regardé Falcon et Winter Soldier, c'est tout. Allez, on continue de faire notre tour des petites lectures du moment et on va faire une touche d'indé Corentin avec Time Before Time. Ouais. Donc si vous avez aimé Red Bradbury, Un coup de tonnerre, par exemple, c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Ou Looper. Ou Looper aussi, effectivement, ouais. Parce que c'est vraiment, c'est une sorte de plagiat avoué de Looper, mais qui prend une autre direction quand même sur la fin du numéro que ce qu'on pouvait attendre. Alors c'est Declan Shalvey qui écrit, donc Declan Shalvey qui est fameusement l'artiste de Moon Knight, un des grands noms de chez Marvel qui s'est émancipé depuis quelques années, qui fait de l'indé. Il avait notamment écrit Bug Buddies, un polar de gangsters dans la tourbe irlandaise, dont il est originaire. Oh là là, il est fatigué. Donc là, effectivement, c'est d'où il est origine. Donc là, c'est un peu une sorte de croisement entre ça et, entre Looper et Chrononauts, puisque au départ, tu suis donc deux potes qui travaillent pour un syndicat mafieux, dont les activités consistent à aller dans le futur pour récupérer des technologies qui n'existent pas et les vendre à leurs copains riches, ou bien renvoyer des gens dans le passé, des gens qui généralement fuient. C'est un petit peu le programme des témoins comme dans Better Call Saul, tu vois, où à la fin le mec file une valise pour changer de vie, disparaître et tout, sauf que là on les envoie carrément dans le passé. Donc les deux héros sont les transporteurs. Très vite il va arriver un des deux héros, un truc pas très jojo, et qui du coup nous rappelle un petit peu la relativité du temps et ce pourquoi un mec qui part en voyage dans le temps à 9h du matin quand il revient à 18h le soir, c'est peut-être pas la même personne en fait, il a peut-être vécu d'autres trucs mais le temps va passer différemment pour lui. Je trouve ça assez agréable à lire, franchement. Je m'attendais à un truc un peu différent peut-être, mais je m'attendais à un truc, tu sais, justement plus high concept, plus Looper. En définitive, c'est quand même assez léger, c'est un blockbuster, ça se voit, c'est écrit comme un blockbuster américain, comme un film d'action américain, voire comme un truc qu'on aurait pu voir dans les années 90-80. Oui, vas-y. Bah, peut-être qu'il va y avoir une adaptation en film. Bah, je sais pas, peut-être. C'est rondement bien fait pour. C'est rondement bien fait. Ouais. C'est assez rond. Ouais. Et au niveau du dessin, c'est pas très rond d'ailleurs. Non. C'est une sorte de trait justement assez angulé, très inspiré par le style de Mac Mignola, hein, évidemment, avec ses suggestions de contours, de formes, avec des éclairages qui sont assez prédominants. Des aplats de noir. Des aplats de noir et tout. C'est peut-être un peu de Leandro Fernandez aussi là-dedans, tu vois. Oui, on avait déjà dit ça quand la série avait été annoncée, je crois. C'est vrai. Et je t'avais dit, c'est normal, Fernandez lui-même est un enfant de Mignola. Oui. Mais du coup, c'est cette école de dessin-là. Moi, je trouve ça super agréable à regarder. C'est pas encore trop noir, trop dramatique. Le personnage principal, Tatsuo, est assez agréable. Alors, j'ai fait un tour un petit peu sur les posts des commentaires sur les sites de comics spécialisés où tout le monde dit attendez, le héros, il est asiatique, c'est de la diversité forcée. Ça m'a fait trop rire. J'étais en mode, mais pourquoi? Il est asiatique, c'est tout. Enfin, foutez-nous la paix au bout d'un moment. Keanu Reeves, il est métis asiatique. Et Matrix, ça vous a pas dérangé quand vous étiez gosse? Ils disent vraiment ça sur les. Ah non, mais je t'enverrai les screens si tu veux. Il y a des trucs. C'est parce que voilà, après, il y a aussi un personnage noir qui sera a priori au centre de l'équipe, donc ça a énervé plein de gens, ce que je trouve hyper bizarre. Faut arrêter de s'énerver, pour ce genre de choses. En plus, voilà, je veux dire, ce genre de concept-là, c'est typiquement les trucs qui viennent aussi du manga, du film d'animation, etc. Enfin bref. Du coup, moi, je trouve, après, c'est pas un coup de cœur, hein, honnêtement, c'est sympa, je trouve ça cool. C'est plus le dessin qui m'interpelle, je trouve ça vraiment très joli, très, très recherché, très bien foutu. T'as quelques idées de mise en scène ou de page turning qui sont plutôt bien faites, mais tel quel, effectivement, c'est plus pour les gens qui ont aimé Chrononauts, qui ont aimé Looper, qui aiment bien le genre du film de voyage dans le temps, qui est un vrai genre en vérité, et qui auraient peut-être envie d'un comics un peu mignolesque qui parle de ça. C'est marrant, voilà. C'est Heather Entos qui édite. Ok, c'est marrant, effectivement, je suis mort de rire. Non, mais c'est ça qui était au cœur de l'affaire du milkshake chez Marvel, qui est passé senior éditeur chez Valiant et qui s'était barré justement pour d'autres aventures. Et c'est peut-être pour ça que ça a attiré les fachos, alors peut-être. C'est peut-être pour ça effectivement que, oui, vu qu'elle est prise pour ci par la fachosphère depuis 4 ans. Voilà.
C'est peut-être un journaliste d'investigation, donc Kiko, bravo. Bah de rien, écoute, c'est le métier qui rentre. Hein, t'as kiffé toi? Moi j'ai bien aimé, ouais, clairement. Mais moi j'adore Looper en fait. Et j'adore. Moi aussi. Je veux dire que même Un coup de tonnerre, c'était une nouvelle qui me fascinait quand j'étais gamin. Et du coup, bah moi c'est mon élément en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est dire de paradoxe spatio-temporel ou justement de conséquences du fait de l'utilisation du temps par d'autres personnes. Bah, moi c'est le genre de choses qui me parlent. C'est vrai qu'on avait déjà effectivement aussi noté que sur le dessin c'était clairement l'école d'artistes qui nous fait plaisir de façon générale. Donc moi c'est quand même plutôt une lecture que j'aurais envie de recommander quand même vivement, tu vois, parce que je suis d'accord avec toi. Dans les titres Image Comics récents il y a vraiment des petits démarrages comme ça qui font assez plaisir. Et big up à Heather Antos. Tout à fait. Bah ouais, merci de nous rapporter ce travail. Effectivement, c'est un peu dommage qu'elle soit partie de chez Valiant, mais j'ai bon espoir que ses remplaçants font du bon taf également. En tout cas, un de ses premiers titres chez le Image, tout récent, donc ça fait plutôt plaisir à voir. On retourne un petit peu chez DC Comics, Corentin, puisque nous avions également listé à notre programme le premier numéro de la série Future State Gotham, qui nous intéressait à plusieurs égards. Quels étaient-ils, très chers Corentin? Bah alors le numéro en question, effectivement, c'était dans les tie-in de Dark Detective, qui était donc une aventure du Red Hood qui travaillait avec les Peacemakers comme une sorte de Uber assassin où il fallait chasser différents criminels à Gotham City. Alors le numéro était intéressant parce que il avait une sorte de patte graphique de comics jeunesse, très dépouillé, très manga, mais manga quand même assez léger en termes de style. Donc par avec Giannis Milano Giannis. Tout à fait, voilà. Avec des plages de couleurs assez descendues, assez légères, et une petite romance entre Jason Todd et Rose Wilson, qui, ma foi, était de bonne aloi. On était bien contents de les voir tous les deux, de voir cette grande gueule avec ce grand Sigma male, comme disent les fachos, encore une fois. Le podcast va être encore une fois cancel. Cancel par l'extrême droite qui nous écoute pas, donc après ça devrait le faire. T'as raison, exactement. Regardez des vidéos sur les Sigma males sur YouTube, c'est passionnant. Can you read? C'est-à-dire que Internet fourmille de petites pépites comme ça. En même temps, c'est très très triste et à la fois c'est très très rigolo. Ah non, aussi, franchement, des fois, quand il y a moyen de se marrer quand même. Mais t'as des trucs qui te disent, bref. You're not alpha, you're beta. Putain, faudrait que je passe le lien un jour. Donc, c'est super cool. Et en l'occurrence, il y avait donc droit à un spin-off en noir et blanc. Alors pourquoi en noir et blanc? Mais parce que justement, le trait de Giannis Milano Giannis évoque le manga. Et le manga, traditionnellement, c'est en noir et blanc. Tout à fait. Il y a des références d'ailleurs qui sont assez explicites. Dès le premier numéro, on a donc un petit peu de Akira. Ouais. Avec la moto. Été explicite, voilà, avec la moto rouge, effectivement. Et là, en l'occurrence, il affronte une sorte de gros bébé. Toute référence étant assez implicite. Et pareil, avec une grosse bombe qui fait péter une partie de la ville. Voilà, on n'a jamais vu ça avant. Et c'est vrai que c'est très très Akira. Ça embrasse tellement l'hommage à Akira que dans les backups, vous avez la courte histoire que Katsuhiro Otomo, créateur de Akira, avait fait pour Batman Black and White volume 1 en 96, qui s'appelle The Third Mask, et que j'ai pris plaisir à relire. Donc en l'occurrence, je trouve ça quand même un peu mieux quand c'est en couleur. C'est joli, mais du coup ça... Vas-y. Bah, je suis pas d'accord. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que là, vraiment, le côté noir et blanc fonctionne hyper bien et je trouve ça plus réussi même que quand il y avait de la couleur. Alors, c'est pas pour disgracier le t'aimes pas la couleur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime que le noir et blanc. Pas les couleurs. Je suis colorblind, effectivement. Mais non, c'est pour le coup, je trouve que l'approche. De toute façon, le titre m'intéressait, c'est pour ça qu'on en parle dans le back issue, parce que sinon, à la base, quand ils ont annoncé le titre au départ, vraiment, j'ai juste fait encore un titre Batman, et en plus un truc Future State, machin. J'étais bon, ok. Par contre, après, quand j'ai vu que c'était par la même équipe créative que le segment Red Hood et qu'en plus, là, pour le coup, j'ai eu le même qu'on avait déjà dit, auquel on avait déjà fait le lien avec le manga, en fait, faisait le truc en noir et blanc. Je trouve que pour une fois que DC Comics, tu veux, c'est fouler le petit doigt pour essayer de varier un petit peu sur son approche. Ça, bien sûr, évidemment. C'est quand même quelque chose à noter et vraiment là, pour le coup, c'est réussi. Donc après, j'aimerais limite qu'il fasse un truc très long pour en faire un vrai petit volume de manga, tu vois. Et ce serait vraiment ultra. Enfin, format A4. Mais moi je suis d'accord avec toi, si tu veux, c'est juste, il y a un truc qui m'avait particulièrement saisi dans le numéro sur 7 qu'ils avaient fait ensemble, c'était que justement avec ces couleurs ça faisait plus comics jeunesse que manga, je trouve, et a posé une violence et des dialogues qui étaient quand même assez noirs, quoi. C'était quand même un comics vraiment d'assassin, quoi, de tueur, et avec ces couleurs descendues, ce bleu ciel assez léger et tout. Et puis cette petite scène de romance qui était vraiment illustrée de manière très mignonne. En plus, il y avait vraiment une sorte de décalage artistique qui était assez rigolo. Là, en l'occurrence, avec du noir et blanc, ça assume la paternité manga à fond les ballons, ce qui est pas désagréable.
Mais moi, c'était plus l'amour du décalage qui me faisait kiffer. Là, ça reste toujours bien fichu, c'est assez dynamique, c'est un très très dynamique de toute façon, hein. C'est beaucoup de courses-poursuites, beaucoup de bagarres avec des plans en perspective et tout. Pour résumer, donc là, ça se passe quelques temps après le numéro Future State. Enfin, techniquement, c'est aussi un numéro Future State, mais ça se passe quelques temps après l'introduction. Rose n'est plus là. Red Hood travaille avec quelqu'un, on ne sait pas qui, a priori pour espionner les Peacekeepers de l'intérieur. Et le numéro se termine par, je vais pas dire. Mais voilà, grosso modo, donc c'est effectivement assez agréable. Parce que là, j'étais bien vraiment genre, et ouais, du coup, le numéro se termine par le fait que c'est Alfred qui en fait est de retour parmi les morts. En robot. Ça, ouais. Et tu fais, Corentin, arrête-toi. Le cerveau dans une cuve. Mais donc ouais, non, c'est super cool. C'est pas encore très épais. Il y a pas encore matière à disserter de ouf ou à intellectualiser comme tu dis. Voilà, c'est des lancements de toute façon. Tout à fait. Mais comme tu dis, moi, je suis assez partant pour une série de long cours avec ça, avec ce concept-là. Parce que même si je sais pas s'il y a énormément de trucs qui sont déjà prévus à l'avance sur l'avenir de Future State, pourquoi pas s'autoriser une petite parenthèse de respiration. Moi, c'est quand même la première fois que je kiffe le Red Hood depuis, allez, on va dire le deuxième arc de Red Hood and the Outlaws, parce que ça, j'ai vraiment pas aimé la suite. 52 La première, ou 52, ouais. Parce que le Rebirth, non, j'ai kiffé 2 numéros. Quand il y avait Black Mask au début et qu'il avait plein de masques différents, j'étais en mode genre, bonne idée, et après il n'y a plus rien. Voilà. Et non, t'exagères. Je déteste cette série. Non, mais par rapport à la première, franchement, Red Hood and the Outlaws, malgré le fait que ça a été écrit par un mec hautement répréhensible, les arcs 1 et 2 étaient quand même super cool. Quand Robin fait sa dépression, enfin, Jason fait sa dépression et consolé par Starfire et tout, dans leur petit îlot et tout, je trouve ça c'est trop mignon, tu vois. Et on n'a plus ça depuis, il n'y a plus cette écriture dépouillée, ce côté un peu vachement humain de Red Hood, c'est juste une grande gueule depuis, il fait chier quoi. T'es d'accord avec moi, Arnaud? D'accord, ok. Toi t'es un peu un Jason de toute façon. Et moi je suis un Damian. Donc en tout cas c'était sympa, et vivement, c'est cool déjà de voir que DC, effectivement comme tu dis, fait un petit effort pour varier les formats, et puis même l'hommage à Otomo en backup est quand même super bienvenu, donc c'est cool. Très bien, ça fait effectivement une réimpression un peu utile pour une fois, donc on ne va pas s'en plaindre. Je pense pas qu'il l'a surfacture en plus. Enfin, je regarde, non, je crois qu'il a quand même que à 4 balles ou à 5 balles, donc c'est pas... Ouais, enfin 5 balles c'est déjà bien beaucoup quand même, quoi. Donc, aujourd'hui c'est un peu malheureusement la norme. Et d'ailleurs, si vous voyez pas du coup l'histoire de Otomo, c'est juste une histoire toute bête qui développe l'idée en fait que Batman ne serait pas que schizophrène, n'aurait pas que 2 personnalités comme dans Ego, mais pourrait commencer à muter en un être qui aurait plus de personnalités. Donc c'est une sorte de d'hommage rendu par Otomo au côté Jekyll and Hyde et tout, qui est très agréable, que pas renversant, c'est pas le truc le plus indispensable du monde, mais du Otomo sur Batman, pour les gens comme moi, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, très bien. Et non, effectivement, c'était pas surfacturé. Je viens de me rappeler du price. On continue maintenant et on va terminer. What? Yes, on va terminer avec que de l'indépendant. Non. Que du comics indies. Non. Ah bah si, on va redevient normal. D'accord, pardon. C'était Arnaud Riquin qui était là pendant quelques secondes. C'est l'Arnaud du multivers, c'est le même, juste qu'il est ricain. C'est ça, ouais. Et il parle français. Tout à fait. Il a toujours une grosse frite entre les dents, du coup. Et une fiole de ketchup pour... mais quoi? C'est comme un cigare. Genre, c'est une grosse frite de pommes de terre entre les... Que tu te rajoutes? Mais j'explique aux gens qui ne connaissent pas le multivers du Kikou, c'est pas ça. Je peux pas rire, sinon je vais faire du bruit. Continue. Allez. On continue avec une nouveauté Boom Studios. Quoi? Qui nous vient de l'un de nos scénaristes un petit peu chouchou du moment qui s'appelle Ramvi. Ça s'appelle The Many Deaths of Layla Starr. C'est dessiné par Felipe Andrade. Qui est très fort. Très fort. Se le dire. Donc The Many Deaths of Layla Starr, c'est une histoire qui raconte la mort. Le licenciement de la mort après la naissance du premier homme, enfin du premier être humain qui inventera la solution à la mort, en fait, qui inventera l'immortalité. Donc une sorte de contraste entre justement l'image que se font, parce que ça passe en Inde, l'image que se font du coup les populades indiennes du panthéon des dieux, qui du coup est très bureaucratique, très aristocratique, c'est vraiment The Office. Hein. En l'occurrence, du coup, la mort, qui s'appelle juste la mort au début, va être transportée dans un corps humain d'une jeune femme suicidaire qui s'appelle Layla Starr, et va en fait essayer au départ de tuer le gamin, et puis plus tard après de le recroiser, a priori à différents intervalles de sa vie, par une sorte de jeu, d'où le nom de la série, The Many Deaths of Layla Starr, de résurrection. Ça fait un peu un jour sans fin. Ça fait un peu un jour sans fin, ça fait un peu Sandman aussi. Ça fait un peu les 2 mini-séries d'ailleurs qui seront éditées bientôt par Urban en France, Time of Your Life et A Cost of Living, puisque c'est littéralement la mort qui s'incarne dans un corps humain.
la mort qui du coup doit apprendre un petit peu quel rapport les humains ont avec elle. Donc à la fois il y en a qui veulent se venger, il y en a qui la voient d'un œil assez sombre, et d'autres qui considèrent que la mort fait partie du vivant, fait partie des cultures même, de la célébration de la vie et des rites en fait, de la cohésion sociale, etc. Donc c'est super intéressant. Moi j'ai vraiment adoré ces 2 premiers numéros. J'aime beaucoup vraiment ce que fait Andrade. Je crois que j'ai un petit problème morbide parce que je trouve cette mort extrêmement jolie à regarder. C'était déjà le cas avec Death ou avec la mort dans Thanos Wins, donc je crois que c'est vraiment un kink mortifère affreux. Carmen aussi un petit peu. Carmen, rappelle-moi. Guy Oui, tout à fait, March. Carmen, ouais, Il y a un exactement. peu ce côté-là par moment, je trouve aussi, tu vois, dans ce rapport. Tout à fait. Ouais, c'est assez contemplatif, assez pas déprimé, mais un peu mélancolique, un peu morose. Sauf que là, c'est posé sur des couleurs qui sont effectivement plus chaleureuses que Carmen. Mais voilà, c'est une sorte de réflexion sur à quoi sert la mort, qu'est-ce que serait notre monde sans mort. Et il y a un petit côté au niveau de l'usage des couleurs de carbone et silicium, j'ai trouvé. Après, c'est peut-être justement ce paysage indien qui fait ça, et cette réflexion justement sur les êtres qui ne sont pas touchés par la mort qui est amenée par là. Mais non, mais vraiment, je bien kiffé, quoi, simplement. Ramvé, c'est toujours un mec qui est très fort. Là, c'est fait par touche, c'est assez léger, curieusement, compte tenu du sujet. L'histoire, par exemple, dans le numéro 2 de leur serviteur, c'est avec ses grands bras rouges et tout, je trouve ça merveilleux à regarder. Et c'est là aussi qu'on revient à Sandman, dans cette espèce de contes qui s'inscrivent dans une histoire de fond. Et non, je saurais pas encore trop bien en parler parce que j'ai pas eu le temps de digérer tout ça. Moi, j'ai des problèmes d'angoisse morbide, effectivement, donc c'est toujours assez compliqué pour moi de lire un truc qui parle que de la mort. Mais franchement, pour l'instant, c'est un sans faute, quoi. Enfin, j'aime bien. Voilà, un début fort sympathique et qui oublie pas quand même tu vois, malgré son propos et malgré son sujet assez lourd quelque part en tant que tel, en fait, à se montrer vachement divertissant. Et je trouve que même dans son personnage de Layla Starr, en fait, c'est presque gaguesque, en fait, tu vois. C'est que forcément, vu que c'est pas un spoil de dire que le personnage, en fait, est voué à mourir, parce que c'est annoncé dès le titre, voilà, il y a plusieurs morts et tout ça, et où en fait, il y aurait, alors c'est pas non plus du fun à la destination finale, tu vois, mais presque un petit peu, en fait, dans le sens où ça intervient, en fait, comme un gag, en fait, comme une sorte de step back sur ce qu'elle a envie de faire, sur son objectif, et que à partir du moment où, en fait, quand elle revient, en fait, le principe, c'est que, elle revient pas forcément instantanément, donc à chaque fois, va y avoir un petit peu ce jeu de reprendre ses marques, de rechercher à nouveau la personne qu'elle veut chercher, et surtout de voir que forcément son avis et ses positions vont évoluer en fonction de comment elle découvre aussi la personne en question tandis qu'elle grandit. Donc on sait pas ce que ça va donner là pour les 3-4 numéros qui restent, mais voilà, t'as une forme de jeu aussi qui s'installe et de quelque chose d'un peu humoristique, un peu léger, qui vient du coup en opposition avec la thématique principale et avec quand même l'objectif qui serait assez au départ assez glauque de dire en fait la mort cherche à buter un gamin pour pouvoir garder son taf, ce qui est assez tout à fait. Mais c'est amusant que parce qu'il y a aussi, genre, je pensais à Saul, là, tu vois, par exemple, je l'ai pas encore vu, du coup, ouais, effectivement. Ah ouais? C'est assez rigolo, je voulais le voir vraiment au cinéma. Cette proximité, justement, entre différents artistes qui, en ce moment, peut-être parce qu'on est à la fin du monde, réfléchissent justement à ce qu'est la mort, à comment on comprend ce thème-là, qui est peut-être, j'ai l'impression, de moins en moins tabou. Même d'ailleurs, tu vois, quelque part, Sandman, c'était déjà un peu ça. Ouais, puis Coco le faisait aussi, si tu parles d'animation. Coco le faisait aussi, effectivement. The Book of Life aussi, un film d'animation produit par Guillermo del Toro, avait aussi cette thématique-là, qui justement d'ailleurs faisait aussi intervenir une mort mexicaine, qui a un nom d'ailleurs dans le folklore mexicain, mais tu sais, une très belle femme avec un grand chapeau et tout, qui est... La Dama de la Muerte. C'est peut-être ça. Je sais pas, ça me paraît curieux que ce soit juste ça, parce que c'est quand même très mot à mot. Mais la Dame de la Mort, oui, ok. Mais tu vois, je trouve ça cool, en fait. Et puis, je connais pas très bien, du coup, la mythologie indienne, et c'est vrai que... là, c'est clairement, c'est Ramvi qui utilise son background. C'est Kali, la déesse de la mort, non, avec quand elle est en bleu avec tous ses bras, c'est ça? Je l'ai plus, là. D'accord. Shiva Peut-être Shiva. Je sais plus. Peut-être Shiva. Dites-nous dans les commentaires si vous y connaissez plus que nous. Tu feras juste une Moi, je connais juste Ganesh parce que c'est un homme éléphant, un homme avec tête d'éléphant, il est trop bien. J'aime bien ce Ganesh. Oui, avec les bras et tout ça, ouais, effectivement. Non, Shiva, c'est pas du tout le dieu de la mort. Mais c'est Kali, je crois. Non, Shiva, c'est le créateur, le préservateur. Non, mais aussi le destructeur, le dissimulateur et le révélateur. Est-ce qu'il a la peau bleue? Non. Donc c'est Kali, j'ai raison. Je ne sais plus. Tu peux checker, hein, t'as le droit. Je Plutôt peux que de laisser le doute de est-ce que j'ai raison. Effectivement, mais on est en plein podcast, donc il faudra faire les recherches avant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Ramvi, donc c'est un auteur qui est d'origine indienne et donc qui justement utilise, mais il le fait dans plusieurs de ses titres. Et c'est vrai, et c'est marrant parce que pour le coup, les habituels râleurs, en tout cas moi je les ai pas forcément vus. Tu vois, c'est ce qu'il a fait avec Swamp Thing par exemple, où il utilise clairement un personnage qui est indien pour en faire le nouvel
Avatar du Green. Là, pareil, il utilise vraiment son pays, son folklore, sa culture pour nous dépeindre cette histoire. C'est quelque chose d'au final assez rafraîchissant parce qu'il faut bien se l'avouer que on n'a pas l'habitude, en tout cas dans ces productions-là américaines, d'avoir forcément ce pays et ces questions de mythologie qui sont dépeintes. Oui, puis après, justement, Wonder Girl et Yara Flor, c'est effectivement assez agréable d'avoir comme ça différents panthéons divins qui sont explorés. Moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime bien justement quand la fiction va chercher ce truc-là, c'est que ça me donne envie justement de me documenter un peu là-dessus. Et je suis du coup quasiment persuadé que Kelly, effectivement, vu qu'elle ressemble exactement à ça en comics, c'est probablement la déesse de la mort. Très bien, Corentin. J'avais raison, Arnaud. Et tu avais raison, mais tu l'as dit, tu vois. Mais je ne t'ai pas dit que fort. tu as acheté. J'ai pas dit que tu avais tort, donc Non, tort, c'est chez Marvel. Ouais, tout ça. Mais c'est aussi un dieu. C'est Les vrai. Vikings, tu vois. C'est ça. Du coup, tu vois que quand toi tu fais ma blague, en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais, parce que tu es mauvais public alors que moi je me force à rire pour les gens. C'est vrai. C'est que de ma faute de toute façon. Corentin, on continue avec de l'indé. Et cette fois-ci, on vous fait un petit retour sur un titre qui s'appelle Ultra Mega. Et oui, vous entendez bien des bruits d'allumettes puisque Corentin fume dans son cinéma. Et c'est n'importe quoi, vraiment, ce podcast de la décadence, Corentin, vraiment. Bref, je disais, Ultra Mega numéro 2 et 3 sont sortis depuis la dernière fois que l'on en a parlé dans les Back Issues VO. Donc, on vous le rappelle, c'est un titre de James Harren avec des numéros qui sont à chaque fois étendus, puisqu'ils sont quand même vendus à $8. Le premier numéro, c'est plus de 60 pages. Là, les numéros 2 et 3, c'est à chaque fois plus d'une quarantaine de pages. C'est 44 x 2, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Et alors, on avait été laissé sur un cliffhanger presque assez ouf à la sortie du premier numéro. Et grosso modo, le principe, c'est que des personnes sont contaminées par un virus kaiju qui viendrait de l'espace, qui a une origine cosmique. Et face à ça, en fait, il y a les ultra méga qui sont des personnes capables de devenir géants. Et en fait, au sortir du premier numéro, le ultra méga avec lequel on était introduit et avec lequel on pensait passer toute la série, en fait, grosso modo, on passera pas du tout la série, ellipse temporelle en fait, et justement James Harren en fait nous emmène vraiment quelques années plus tard après les événements du premier numéro et va continuer d'étendre complètement en fait son récit, sa mythologie, son world building et son histoire avec grosso modo une ville qui en fait est on va dire divisée en deux puisque en fait des gens ont décidé d'adorer le kaiju, les créatures kaiju venues de l'espace et enfin voilà tout ça qui ont été contaminées. Il y a une forme en fait de cessez-le-feu qui a été fait entre les adorateurs des kaiju et juste les gens qui veulent espérer de vivre une vie normale, alors que bien entendu le moindre micro-événement qui dérape en fait peut réentraîner une guerre contre laquelle l'humanité est à peu près certaine d'être perdante. Et donc il y a un gamin que l'on suit qui s'improvise et qui aimerait bien être un super-héros masqué. Qui va faire le geste qu'il ne fallait pas faire et va s'attirer beaucoup d'ennuis avec cette secte d'adorateurs de kaiju. Alors vraiment on est dans du Mad Max, on est dans du Gladiator aussi par certains aspects, on est en fait dans un vrai mélange et un vrai brassage de pop culture, mais de tout ce que la pop culture a de meilleur en fait. C'est des kaiju, des extraterrestres, du body horror, c'est hyper généreux comme au premier numéro. C'est vraiment en fait James Harren qui, alors de ce qu'on comprend en fait, il va y avoir 4 numéros, mais ce sera pas une mini-série en 4. A priori il doit continuer après, il fera d'autres arcs, tu vois, mais il va fonctionner en fait que par ça doit être fatigant de faire un numéro de Ultra Méga quand même, hein. Ah bah celui ça prend, très généreux, c'est assez long en plus, ça prend du temps, ouais. Mais voilà, moi ce qui me fascine, c'est que en l'espace de 3 numéros, ça, et je crois que j'avais déjà dit ça pour le premier numéro, mais c'est que ça va tellement loin dans ce que ça veut raconter en termes d'installation, de mythologie, en termes de glauque. Ouais, de glauque. Je pense au personnage de Gara, tu vois, par exemple, le kaiju simili, tu vois. Il y a une scène qui m'a fait genre ah bon. Ouais, non mais vraiment. Non mais c'est ça, c'est que ça va. Mais voilà, c'est que Harren, il va jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. Il y a vraiment c'est vraiment le titre et tant mieux parce que c'est le principe du creator owned, quoi. C'est que le mec a sa propre carte blanche et vraiment ne recule devant aucune limite pour aller le plus loin possible dans le choc, dans l'horreur, dans l'action, au fait où tu crains pour tes personnages, puisque dès le premier numéro on t'a appris qu'en fait même le mec qui te sera présenté comme le plus grand héros de tous les temps peut passer l'arme à gauche en 2-3 mouvements. Donc il y a vraiment il y a une vraie tension qui s'installe à chaque épisode. Tu sais jamais qui peut être méchant ou pas parce que même en fait
fait, on va dire que dans le camp des kaiju ou dans l'autre, en fait, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir des retournements de situation auxquels tu ne t'attends pas, et donc vraiment, enfin, pour moi, c'est la BD de l'année, en fait. On est que ah ouais, pour l'instant, déjà. Ah ouais. Bah, quel dithyrambisme. C'est-à-dire qu'il y en aura sûrement d'autres, tu vois. Mais pour moi, là, elle est déjà dans mon top 3 de l'année, ça c'est certain. D'accord. Bah, je sais pas si je serais aussi... Et avant même que le 4e numéro soit terminé. Je sais pas si je serais aussi enthousiaste que toi. Moi, je trouve ça super cool. Mais pourtant, t'aimes les kaiju en plus, toi aussi. Mais j'adore les kaiju. Les kaiju, en fait, je trouve ça très généreux. C'est effectivement le bon défouloir que j'aimerais. C'est suffisamment sombre et sérieux. Enfin, sérieux. Suffisamment sombre et déchiré, on va dire, et écorché vif. Comme Red Room, tiens, pour justement m'éclater sur ce côté. Parce que moi, c'est vrai que, justement, tu vois, par exemple, je suis un gros fan de Godzilla. Oui. Le problème que j'ai avec Godzilla, c'est que je vois plein d'auteurs qui pourraient faire du meilleur Godzilla que ce qu'ont fait les studios souvent, c'est-à-dire des films de série B, d'exploitation, de trucs pas vraiment très développés au niveau du narratif. Là, c'est développé au niveau du narratif, mais je sens que James Harren, c'est le problème qu'avait aussi Jason Howard, c'est d'abord un dessinateur. Et du coup, je trouve ça quand même un peu fouillis. C'est souvent assez bordélique. Il y a des trucs qui, en termes de rythme, je trouve assez non-sensiques. Après, il y a des ellipses que t'as du mal à capter parfois. Ouais, complètement. Ça, je le reconnais. Ça marche justement parce que lui, il a cette folie en fait. Il a ce côté vraiment, même pas punk, tu as ce côté métal, tu vois. Genre c'est une bande son métal d'un film de Sentai ou de Kaiju, tu vois. Du coup, c'est super énervé, c'est super jouissif à lire. Par contre, c'est vrai que c'est une lecture où il faut s'accrocher, tu vois. Je trouve, il faut vraiment, déjà, il faut avoir l'esprit accroché parce que c'est quand même ultra violent. Il y a vraiment des trucs qui sont d'un niveau de désespoir digne d'un manga, tu vois. Genre, ça me fait penser un petit peu à Devilman Crybaby. Ouais, carrément. Non, mais t'as raison. Ouais, d'accord avec moi. Épisode 9. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même niveau de délire, mais quelque part, ça a aussi justement ce côté sans filtre. Tu vois, genre, c'est pas épuré, c'est pas, comme tu dis, c'est carte blanche. Et du coup, il y a aussi ce côté un petit peu, il en met tellement, et beaucoup de personnages qui viennent d'arriver, qui disparaissent très vite et tout, que je pense que je préférais le relire en album, genre en gros album, justement, pour avoir tout bien assimilé. Parce que là, tu vois, de les lire, justement, quelque part de mois en mois, chaque fois, c'est un peu différent de numéro en numéro, c'est vraiment genre un petit trade à chaque fois, que du coup, je t'avoue, je m'y paume un tout petit peu. Mais à part ça, c'est effectivement, enfin, pour les fans justement de grosses bastons, comme on l'avait déjà dit par rapport à Invincible, il y a vraiment ce côté éjaculatoire de la violence, ce côté c'est pas juste que c'est violent, c'est que c'est anormalement violent, c'est abusivement violent, tu vois, la fameuse scène du coup dont tu parlais. Je peux juste dire que c'est une scène de décapitation, sans spoiler. Par exemple, je pense que j'ai rarement vu ça, même dans une BD. Ouais. Rarement vu ce niveau de débilité violente, tu vois. C'est tellement violent. C'est trop bien. Et en plus, c'est un truc qui sert après, tu vois. C'est Red Round City et tout. Donc, je suis chaud aussi pour la suite. J'aimerais bien juste, voilà, je te dis, le prendre comme un ensemble global. Pour savoir vraiment où est-ce que je vais pour que ce soit plus clair pour moi, tu vois. Ouais. Je t'avoue que moi, c'est un des titres qui m'a fait le plus kiffer vraiment de le retour, en fait, vraiment. Parce que parfois, moi, je prends du retard, tu vois, et je rattrape des numéros à la suite. Mais là, vraiment, pour moi, c'était vraiment le numéro où le jour de sortie, je suis chaud, je suis déter, je vais à mon comic shop et je vais me le prendre. Et en plus, pour des trucs à $8, tu vois. Donc, ça les vaut. Mais ça les vaut carrément. Enfin, de ce que j'ai lu, encore une fois, j'ai été voir les réactions, c'est assez unanime. Hein. Il y a des gens qui disent. Ouais. Ça peut parfois effectivement être un peu compliqué à suivre. Par contre, il y a personne qui dit que c'est pas au moins jouissif, tu vois. Ah non, mais c'est incroyable. Donc moi, je vous le recommande de ouf. Et même de ouf. Et ça sortira très certainement chez Delcourt, puisque c'est publié sous le label Skybound de chez Image Comics. Donc vous pouvez patienter au pire pour la VF, mais en vrai, c'est vraiment un putain de très 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 bon investissement. Mais que c'était pas clair, vraiment, ne l'offrez pas à votre petit frère ou petite sœur fan des Power Rangers. Hein. C'est pas parce qu'il y a des codes en commun. Voilà, ce sera pour quand ils seront adultes, effectivement. C'est ça. Mais bien adultes. Ou à la limite adolescent. Mais c'est vrai qu'après, moi, je me pose jamais forcément cette question du rapport qu'on peut avoir à la violence graphique en bande dessinée, mais j'imagine qu'il y a des gens pour qui ce serait trop. Attends, on parlera de Red Room tout à l'heure et je vais t'expliquer ce que c'est que trop. D'accord. Parce que j'étais pas bien. Allez, on continue avec un nouveau titre aussi d'un autre auteur qu'on aime beaucoup, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, qui est aussi accessoirement, qui à la base est éditeur, qui s'appelle Pornsack Pigeon Shot, qui avait fait l'excellent Infidèle avec c'était Aaron Campbell. Oui, tout à fait. Donc, excellent Aaron Campbell. Un Aaron Campbell qu'on a pu voir par la suite après sur le John Constantine Hellblazer. Et
Infidèle, qui était vraiment la réponse à Get Out en comics, grosso modo, puisque on voyait le quotidien d'une jeune femme musulmane qui vivait dans un immeuble un immeuble qui était hanté par des fantômes et des démons qui se nourrissaient de la xénophobie, en tout cas de toutes les courants de haine envers l'autre qui peuvent exister. Et donc de racisme, il sera également question dans cette nouveauté qui s'appelle donc The Good Asian, dessinée par un Français en plus qui s'appelle Alexandre Tefenki, auquel on va lancer une invitation très prochainement, je pense, pour faire un Super Friends. Je crois qu'il habite à Bruxelles, donc on va aller faire Bruxelles, un raid à Bruxelles pour aller parler de cette BD qui est donc un polar qui se situe donc dans les années 30 aux États-Unis en fait, et qui aborde vraiment ce moment très particulier en fait où les populations asiatiques ont été les premières en fait à subir une sorte de travel ban de je sais pas comment on appellerait ça de blocage à l'entrée du pays. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que du coup, on va suivre en fait une sorte de détective, donc vraiment un équivalent de, je sais pas, de Parker ou de Marlowe, mais d'origine asiatique. Edison Arc. Et voilà, qui a été recueilli étant gamin, et donc qui est en fait vraiment, c'est vraiment le titre du Good Asian, c'est parce que ce serait vraiment le truc horrible de dire ouais, c'est aussi un asiatique, mais c'est un bon asiatique, tu vois, c'est-à-dire qu'il est bien intégré, justement, il a réussi à se mêler, si tu veux, un peu au monde des blancs, quoi, enfin des Américains, des vrais ricains, et que du coup il enquête, et justement on l'utilise pour des enquêtes qui se passent dans les milieux asiatiques aux États-Unis. Non, je sais pas si vous dire asio-américain, mais je pense que ça marche pas très bien comme ça. Non, je pense que tu peux dire asiatique. Ouais, tout simplement. Voilà. Et que justement ces pairs par contre le traitent de traîtres, puisque ils servent pas forcément leurs intérêts. Et donc Corentin, toi qui aimes bien le polar, toi quand même, est-ce qu'on est à un niveau de Brubaker Phillips par exemple là-dessus? On n'est pas au niveau contemporain de Brubaker Phillips, parce qu'il y a quand même, je trouve, des difficultés à suivre en fait. Il y a des complications au niveau du scénario qui sont à mon avis inutiles. Il se paume un peu dans ce qu'il essaie d'établir à 2-3 endroits. Avec trop de flashbacks un peu peut-être aussi. Il y a peut-être trop de flashbacks, il y a peut-être trop de bulles de pensée, trop d'éléments pour un seul numéro. C'est-à-dire que là, t'as le daron, t'as le frère, son histoire à lui, l'histoire des Asiatiques aux États-Unis. Même, tu vois, il y a une page où il dit juste, grosso modo, qu'il aime bien, qu'il est attiré par les femmes blanches. Tu vois, ça c'est joli, ça fait justement un peu polar à l'ancienne. Mais ça fait très James Ellroy, ça charge le récit. Tu vois, pareil, la fin, je la trouve un peu chargée, enfin la fin du numéro. Ah ouais. Pardon, je la trouve un peu chargée en texte. C'est pour installer une tension, hein, c'est un truc classique. Tu mets de plus en plus de texte pour que le mec sache plus regarder, etc. Il y a des vraies bonnes idées de mise en scène. C'est effectivement, Tefenki est un très bon dessinateur. Alors, pour revenir rapidement sur le contexte, comme tu disais, c'est même encore plus vieux que ça, le Chinese Ban, on pourrait dire, enfin le Chinese Exclusion Act, qui d'ailleurs s'appliquait à toutes les personnes asiatiques en vérité. Pour vous résumer, c'est donc pendant la ruée vers l'or, c'est pour ça que c'est précisé au début du numéro, le Golden, que beaucoup d'immigrants asiatiques sont arrivés aux États-Unis pour tenter leur chance. Et à l'époque, évidemment, comme aujourd'hui en France, aux États-Unis ou dans beaucoup de pays qui ont des communautés immigrées qui sont, comment dirais-je, visibles à l'œil nu, il y a eu des mouvements de population, de contestation, parce qu'il faut toujours un ennemi commun pour fédérer les gens. Et en l'occurrence, cet ennemi commun s'est trouvé être les Asiatiques, et les gens ont fait appel au pouvoir public pour d'abord bloquer la Californie, puis tout l'État. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte que justement, à l'époque, les Asiatiques qui étaient sur place, en fait, c'était des gens qui étaient arrivés presque un siècle plus tôt, mais qui n'avaient pas pu être virés du pays parce que leurs enfants étaient nés là, etc. Donc c'est vraiment un truc qui parle effectivement de l'immigration aux États-Unis, du regard que pose la société caucasienne des Nord-Américains sur justement ces premiers natifs quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, les États-Unis c'est un pays qui a été fondé par des migrants en général. Il n'y a pas de raison que les migrants blancs soient plus ou moins bien les bienvenus. Et c'est aussi justement un hommage au vrai personnage de Chang Apana, qui est donc le premier détective, enfin le premier lieutenant de police américain asiatique aux États-Unis, puisque c'était à Hawaï qu'il officiait, et qui est mentionné à deux endroits dans le numéro. Donc c'est effectivement plutôt documenté. On sent effectivement que Pete Shot, qui lui-même est d'origine asiatique, avait besoin de raconter cette histoire, qui je pense est quand même effectivement très peu connu. C'est un petit peu comme la série Watchmen de Damon Lindelof, où beaucoup de gens ont découvert, même moi le premier d'ailleurs, les émeutes de Tulsa, les émeutes raciales de Tulsa, le massacre ethnique de Tulsa. Quelque part, je pense que c'est ce que Pete Shot essaie de faire, parce qu'à mon avis, lui doit pas avoir conscience que justement, c'est peut-être pas assez connu. Tu veux intervenir, hein? Non, juste qu'il était d'origine thaïlandaise, voilà. Voilà, tout à fait. Donc c'est peut-être encore plus personnel qu'une fidèle, du coup. Mais oui, c'est rigolo de voir un mec qui prend des codes justement de fiction très établis, très formés, parce que là, pour le coup, on fait peur à personne, hein, c'est vraiment
comme tu dis, du Marlowe, c'est vraiment du roman noir, du feuilleton noir à l'ancienne, tout à l'heure tu disais Elroy, oui tout à fait, c'est le Dahlia noir, mais avec un thème qui justement évoque le racisme, comme Infidèle était simplement une horreur urbaine, on va dire, avec justement cette thématique de l'intolérance. Donc en tant que polar, c'est bien fait. C'est très bien dessiné, je trouve ça. Il y a plein d'idées pour mettre en avant des détails et tout, pour varier les styles et les couleurs. Il reprend complètement les cases mises en rouge et les cases dans les cases que. David Arra, ouais. Non, pas. Moi, je pensais pas à David Arra. C'était carrément plus dans la veine de Andrea Sorrentino sur Green Arrow. Oui, mais qui était déjà une reprise de David Arra. Je te jure, non, vraiment, je te jure. Ouais. Je t'enverrai Iron Fist d'Arra, tu verras, c'est exactement les mêmes trucs. Il fait un centrage et il change la couleur pour dire c'est là que ça se passe. Okay. Mais effectivement, tu vois, ça c'est un truc qui est en plus une bonne idée quand tu joues un détective qui justement doit avoir l'œil, etc. Je trouve le personnage d'ailleurs assez agréable à l'œil. Enfin, il a vraiment un type justement que tu pourrais imaginer au cinéma. Il a vraiment une gueule, une coiffure, etc. La cicatrice. Est-ce que c'est parce que ça va être adapté au cinéma ? Oh, je sais pas. Après, Infidèle, techniquement, est en route. Donc peut-être que. Ça fait longtemps qu'on en a plus ententu parler. Hein. Peut-être. Et puis la hype post-Get Out est un peu passée. Donc, Après, peut-être que justement, maintenant, on est dans une hype qui va être celle du post-Rich Asian, la Crazy Rich Asian et peut-être Shang-Chi. Donc peut-être que voilà. Ouais. J'en sais rien, honnêtement. Moi, je m'en fous complètement que ce soit adapté ou non. Tel quel, c'est une bonne histoire. BD. Et c'est plus le niveau de Brubaker il y a 10-15 ans, on va dire, justement, quand il était encore au début de Criminal, que c'était pas encore aussi bien rodé, aussi bien polish. Tel quel, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, très bien illustré. Et ça peut vous apprendre des choses sur l'histoire de ce beau pays qui se vend sur des idéaux de liberté et en fait, qui n'a pas attendu du tout Donald Trump pour commencer à bannir une communauté ethnique d'un pays. Tout à fait, ou à les interdire d'entrer sur le territoire. Peut-être même vous faire penser à des trucs contemporains en France, on sait pas, peut-être. C'est incroyable cette histoire. Imagine, genre des gens qui voudraient fermer les frontières, une partie de la population qui serait ostracisée sur place par les politiciens, qui faudrait se faire réélire. Mais non, ça ne peut pas arriver. Des flics violents et tout. Non, ça ne peut pas arriver en France. Jamais de la vie. Non, on est bien au-dessus de ce genre de considération. Et on va finir ce Back Issues VO avec un numéro interdit au moins de 18 ans, Corentin, puisqu'il s'agit de Red Room 1 de Ed Piskor qui est sorti chez Fantagraphics. Alors Ed Piskor, on le connaît pour Hip Hop Family Tree, on le connaît pour l'excellent X-Men Grand Design chez Marvel, et donc là c'est sa nouvelle bande dessinée en creator own qui n'a absolument rien à voir ni avec les mutants ni avec le hip-hop, puisque là on va partir du côté du dark web, des crypto-monnaies et du torture porn, du snuff movie, de Hostel. Enfin, on est beaucoup plus loin que Hostel d'ailleurs en termes de référence. On est vraiment donc sur un titre d'horreur qui nous emmène à la découverte. En fait, c'est un titre qui, voilà, dans chaque numéro se proposera un petit peu d'être une histoire complète sur un personnage, mais qui évolue dans un même univers, donc celui de la Red Room. Et la Red Room, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est une plateforme de streaming qui vous permet de regarder des gens en train de torturer et de découper des gens vivants pour votre plus grand plaisir. Ça fonctionne vraiment à la façon, en fait, un peu c'est vraiment une déclinaison de Twitch ou des sites. Alors, tu m'avais parlé d'un autre site. Oui, justement, mais j'allais y venir, t'inquiète pas, ou de sites porno comme Chaturbate, en fait, où tu donnes des coins, une monnaie, en fait, une monnaie virtuelle pour en fait que la personne en face simplement réalise ce que tu as envie. Alors dans la version pour adultes, en général on demande aux filles ou aux mecs de faire des trucs coquins. Sur Twitch, ça peut simplement de faire des challenges parfois, tu sais, dans des jeux, ou de dire des trucs, ou d'avoir des défis, des anecdotes. Des concours d'anecdotes. et donc là, sur la Red Room, grosso modo, vous suivez votre serial killer préféré qui va simplement torturer de toutes les façons possibles la victime. Et donc Ed Piskor, dans ce premier numéro, nous emmène vraiment à la découverte de cet univers, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne, parce que bien entendu, si on rentre vraiment dans le concret de ce système absolument quand même affreux, il faut bien le dire, comment choisit-on les victimes, comment est-ce qu'on fait surtout pour pouvoir streamer ça sans être détectable, et surtout sans qu'on puisse identifier les victimes. Donc il y a vraiment tous ces aspects. En fait, Ed Piskor réfléchit vraiment à la façon de est-ce que ça pourrait être réellement plausible, la Startup Nation du massacre. Ouais, c'est ça. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui pourrait être réalisable? Et donc au fur et à mesure qu'on découvre les différents personnages de cet univers, donc qui portent en plus tous des masques et des costumes, puisque bien entendu ça invoque aussi énormément la figure du slasher et des boogeymen tout simplement. Donc voilà, c'est tous ces personnages à la Jason Voorhees, à la comment il s'appelle, Myers.
Michael Myers pour Halloween, mais là je pense à celui de Freddy Krueger. Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est Leatherface, Leatherface, voilà. tout à fait. Donc voilà, au personnage de Gacy, le clown aussi, voilà, de tous en fait, de tous ces grands tueurs aussi en série, puisque l'Amérique a quand même un rapport avec les tueurs en série qui est assez particulier. Je dirais même que c'est un peu la nation des tueurs en série. Au final, c'est eux qui ont entre guillemets créé le phénomène, même si ça existait déjà avant. Jack the Ripper par exemple. Mais voilà, c'est vraiment un phénomène culturel très très ricain. Phénomène culturel. Bah oui, c'est une culture, ouais. c'est une certaine forme de culture, mais c'est une culture quand même. Il y a eu un vrai boom récemment. Hein. C'est en top tendance. Non, là, du coup, non. Non, justement, les serial killers, par contre, c'était plus années 70-80, où il y a vraiment eu. C'est là où il y a les plus grands serial killers avec la Manson Family, ce genre de choses. Enfin. Regardez Mindhunter. Donc c'est très documenté de toute façon, et là par contre on est vraiment en même temps qu'on explore vraiment pas à pas en fait cet univers, aussi à suivre le destin d'un personnage, donc un flic grosso modo dont la femme est tuée dans un accident de voiture, qui va être entraîné plus ou moins malgré lui dans cet univers, et qui va découvrir des choses et on vous tait la façon dont ça se passe, parce que sinon ce serait un peu vous gâcher quelques surprises. C'est un titre qui est entièrement en noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur. Et puisque c'est extrêmement graphique et violent, peut-être que c'est mieux que ça reste en noir et blanc. C'est vraiment un comics d'exploitation, d'horreur, qui invoque vraiment qui fait vraiment en fait, qui convoque ce qui se fait le plus d'extrême vraiment dans tout ce qui est horrifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement Hostel, c'était quand même diffusé au cinéma, c'était relativement grand public, même c'était vraiment le film qui effectivement avait initié la vague du torture porn après les révélations sur les tortures qui avaient été faites en Irak notamment. Ouais, Guantanamo Bay. Là, on est plus du côté de Guinea Pig, du côté de Serbian Film, du côté de Human Centipede, du côté de Cannibal Holocaust aussi. Donc vraiment, vous voyez Arnaud avec très grande filmographie dégueulasse. Ah bah sur l'horrifique, ouais, clairement. Moi, j'ai quand même des belles casseroles, on va dire. J'en ai deux dans ce que tu as dit. Ouais, Guinea Pig, c'est vraiment très 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 parce que Guinea Pig, c'était vraiment, c'est une forme d'anthologie très bizarre de films d'horreur qui vient d'Asie, du Japon, où à la base en fait c'était présenté comme des snuff movies. Donc le snuff movies, c'est des choses qui existent réellement, c'est simplement vraiment filmer le meurtre la torture, le meurtre d'une vraie personne. Donc c'est extrêmement glauque, c'est extrêmement des choses que tu trouves vraiment dans les recoins les plus sombres de l'internet. Et donc les Guinea Pig, notamment les deux premiers volets, c'était vraiment en fait des films où tu voyais juste une personne se faire torturer. Alors c'était que fake, mais c'était quand même de façon hyper réaliste, et ça avait notamment fait scandale parce que quand c'était sorti, t'avais notamment un gros plan d'une nana qui se faisait énucléer, quoi. Donc vraiment voilà, des trucs pas très ragoûtants. Et d'ailleurs quelque part, Hostel aussi de Eli Roth avait défrayé la chronique, parce que t'avais toujours ce plan, tu voyais une des personnes qui se torturaient se faisait couper le nerf optique avec une paire de ciseaux. Il y a aussi une scène où la meuf coupe la bite du gars à la fin, je crois. On voit dans Hostel, tu sais, est-ce qu'il y a une meuf qui est avec le mec de Desperate Housewives, et à la fin la nana lui dit, ou c'est peut-être Hostel 2, mais la nana lui dit, si vous voulez vous sortir de l'hôtel, il faut que vous tuiez quelqu'un, parce que c'est plutôt Hostel 2, je pense, comme ça que ça se passe chez nous. Et du coup en fait elle lui prend la bite, elle le coupe, et elle dit laissez-le celui d'être son sang. Et il me semble qu'on voit la bite coupée, je crois. Oui, mais ça, c'est dans le 2, parce que c'est dans le 2 où c'est des meufs. Dans le premier, j'ai vu que le 2 alors, ok, j'ai pas vu le 1. D'accord, parce que dans le premier, c'était 3 mecs justement qui pensaient faire la Nouba en Europe de l'Est et qui se retrouvaient pris au piège après, quoi. La bamboche. Donc voilà, donc on est vraiment sur du registre d'horreur très B, très, très extrême, très underground, et quelque part aussi, les comics aussi font vraiment penser, si tu veux, aux purs comics d'exploitation, en fait des comics contestataires. Quand il y avait le Comics Code Authority, c'est du DC Comics, tu vois, mais en peut-être plus corsé. Faudrait que je retourne, que j'aille retrouver. C'est plus corsé. Ok. C'est beaucoup plus corsé. On est quand même dans de la violence proche d'un Crost, clairement. C'est pas aussi cul que Crost, mais en termes de violence graphique, on est complètement là-dedans. Et peut-être assez surprenant d'ailleurs de voir Ed Piscor dans ce. Je l'attendais pas du tout sur un truc comme ça. J'avais lu le pitch et tout, et du coup, ça me parlait de ouf par rapport à justement à la culture horrifique que j'ai. Mais ouais, effectivement, à le lire, on vous le dit clairement, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et autant on le disait un petit peu avant pour Ultra Mega, là je le redis encore une fois, ce n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement bizarre, c'est extrêmement dérangeant, et même pour des adultes en bonne santé, je confirme. C'est voilà. J'aurais aimé que tu ne le mettes pas entre mes mains. Effectivement, voilà. Par exemple, Corentin. D'ailleurs, big up à Quentin qui me l'a longtemps conseillé. C'est peut-être, en fait, moi, tu vois, je suis pas aussi. Enfin, j'adore l'horreur. J'adore le cinéma d'horreur, j'adore les formes que ça peut prendre dans une heure d'imaginaire, d'éclairage, d'ambiance.
et la façon dont c'est beaucoup plus interactif que beaucoup d'autres formes de cinéma. En l'occurrence, le torture porn, moi, ça me gêne énormément. Je déteste même les trucs les plus mainstream, les Saw, les hostels. Encore une fois, je n'aime pas ce genre de truc-là. Je n'aime pas voir des gens se faire. Ah si, enfin, remarque, il y a des formes de violence que j'aime bien. Tu vois, Ultra Mega, j'adore. Parce que c'est de la violence qui est presque absurde. Tu vois, la violence du choc, la violence de la découpe à la limite sur le copain, tu vois, il y a des trucs. Sauf que là, on n'est pas dans le fun truc, c'est presque très premier degré en fait, puisque il y a une froideur en plus avec le trait, cette espèce de. Parce que c'est noir et blanc, on pourrait dire que c'est même du beige et blanc, tu vois, c'est les cases, enfin les phylactères sont blancs par rapport à un côté vraiment comics jauni, vieillissant et tout, et j'ai vraiment l'impression de lire un truc qui sort de l'esprit d'un malade. Parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte que Ed Piskor écrit et illustre, ce qui voilà, donc du coup il a eu la bonne idée de mettre cette image-là en mouvement, mais en plus il s'est quand même chargé avec force de détail de dessiner toutes ces planches qui sont assez glauques, je trouve. C'est peut-être du coup, voilà, c'est là que moi en fait je mets la limite entre ce qui est fun et ce qui est vraiment bizarre. Honnêtement, j'ai lu du Crumb, j'ai lu du Johnny Ryan dont je t'ai déjà parlé, j'ai lu plein d'underground comme ça. Il y a des trucs généralement qui me gênent toujours un peu dans ce genre d'œuvre-là, mais là je trouve quand même que c'est effectivement, j'aime bien le concept, je vois le côté snuff movie, je vois le côté Cannibal Holocaust, je vois le côté ouais, comme tu dis, un petit peu Twitch, la critique de une éventuelle critique de Twitch en fait que ça pourrait être. Bah c'est une critique en fait c'est même en fait c'est presque de l'anticipation, puisqu'il dit vraiment, même en post-post, il dit vraiment le jour où on apprend à streamer sans que on ne puisse être localisé, ce qui n'est pas encore possible avec toutes ces histoires de, alors je suis pas un expert en informatique, mais d'adresse IP, grosso modo, quand tu streams, on peut facilement retrouver où t'es. C'est-à-dire pour même des gens qui utilisent ça pour le swatting notamment, tu sais, qui consiste à faire intervenir en fait une équipe de SWAT chez toi parce qu'on dit ouais, il y a un terroriste chez vous, quoi. Donc pour l'instant. Quoi ? Tu connais pas le swatting ? T'appelles les SWAT et tu dis que t'es un terroriste ? En fait, tu t'appelles, tu dis il y a ce mec là qui via cette adresse là qui est un terroriste, et en fait c'est vraiment un truc de genre du coup ouais, t'es en train de streamer un jeu vidéo, et puis d'un coup t'as SWAT qui débarque, qui défonce ta porte et qui te met à plat en joue devant tous tes viewers, quoi. C'est un vrai délire. Ok, c'est des haters qui utilisent ça pour contre des gens qu'ils aiment pas. Donc le genre humain est vraiment foutu en fait. Bah oui, et donc justement, okay. Et Piskor dans sa post-fest, il dit mais le jour où vraiment on arrive à streamer sans qu'on soit détectable et tout ça, qu'est-ce qui se passe réellement ? Tu vois, il y a forcément des bails de ce genre-là qui peuvent arriver parce que. Bien sûr, mais ça existe déjà. Enfin moi, on m'a déjà montré des vidéos abjectes. Et justement, je dors très mal la nuit depuis. Mais non, en fait là, si tu veux, c'est très bien fait en fait. En plus en termes d'ambiance, que c'est vraiment glaçant, c'est vraiment froid, c'est vraiment crado, il y a vraiment une sorte d'esthétique générale du massacre, du monstre, mais humain du coup, puisque tu vois tous les tarés. Effectivement, il y a un côté slasher comme tu dis, mais il y a vraiment un côté comment dirais-je, pantomime, tu vois, un côté commedia dell'arte du vice, tu vois, où ils ont tous un costume, une identité. Ils jouent vachement, comme tu dis, sur la faisabilité du machin, où vraiment il faut cacher à tout le monde. Et aussi sur le côté du spectacle, parce que ce qui est hyper cruel, c'est qu'ils se disent vraiment parce qu'effectivement il y a plein de gens qui seraient attirés vraiment par le côté ultra morbide de voir des meurtres en temps réel, et puis ils réfléchissent vraiment à se dire ouais, mais comment on fait pour attirer plus de gens et pour qui donne, c'est-à-dire comment on fait la mise en scène, qui est-ce qu'on choisit, est-ce que c'est plus excitant d'avoir ce genre de gimmick et tout ça. Tu parlais d'énucléation où ils à un moment donné ils disent c'est pas vendeur ça, tu vois, parce que c'est trop dégueulasse, c'est trop ça touche à un truc trop privé, trop intime, etc. Alors par exemple la langue apparemment passe plutôt bien, la langue dans l'orbite passe plutôt bien et tout. Et ce qui est en plus très horrible, c'est de voir les commentaires, parce que du coup il y a un chat sur chacune de ces scènes là avec beaucoup de pseudos qui d'ailleurs renvoient à des personnages de DC Comics. C'est un Damian Wayne 66. Ouais, mais t'as même James Howlett qui apparaît du coup, Jamie Howlett. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a beaucoup de références à Gorillaz effectivement. Mais tu vois, c'est des trucs. Tu vois les commentaires, tu te dis mais je suis sûr que des vrais gens pourraient écrire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vraiment genre c'est ça qui frustre un peu, qui vraiment fait peur, tu vois, voilà, plus que la mort, etc. C'est la fascination morbide qu'on pourrait avoir pour ce genre de conneries, dont on sait qu'elle existe déjà en fait quelque part. Sûrement. Voilà, donc moi j'avoue que effectivement je suis surpris. Je sais que Piskor faisait beaucoup d'indés, je sais qu'il a travaillé avec Harvey Pekar, et donc il est aussi dans une sorte de continuité du comics underground, du comics violent, du comics, parce qu'on parle beaucoup de Crumb. Crumb, il a fait des saloperies aussi, hein. Pas à ce niveau, c'était plus niveau sexuel lui, mais il a fait vraiment des saloperies aussi, et là effectivement de voir cette scène-là exister encore en 2021, c'est cool. Je crois que c'est un truc qui avait été financé sur son Patreon, je crois. Ah ouais? Je sais pas, c'est Fantagraphics qui est dit là, mais je t'avoue, j'ai pas regardé qui ouais, parce que du coup, pour ceux qui voient pas, au-delà effectivement de ses activités chez Marvel ou sur Hip Hop Family Tree,
Piscor, c'est aussi un mec qui est un grand passionné de comics, c'est un vrai nerd des comics qui tient la chaîne Cartoon Kayfabe, avec Scioli notamment d'ailleurs, que c'est aussi lui qui l'a ramené sur Fantastic Four. C'est vraiment des mecs qui sont passionnés de BD, particulièrement de BD de genre, et tout ce qui est cartoon, hip-hop effectivement, enfin tout ce qui est un peu culture justement de série B, les à côté, etc. Donc il aille vers l'horreur, ça me choque pas plus que ça. Par contre effectivement, comme quand tu m'as dit lis le numéro, tu vas voir c'est bien et tout, que je les ai traînés parce que je savais qu'il avait fait ça, il fallait que je le lise, etc. Mais j'ai un peu attendu le dernier moment. J'ai été un peu j'étais un peu secoué quand même, tu vois. Je me considère pas comme un mec vraiment très sensible. En tout cas pas à l'image, voilà, je suis un gros fan de slasher, j'ai vu tous les vendredis 13, j'adore ce genre de fiction-là particulièrement, j'aime beaucoup le travail de Tom Savini, par exemple, sur les effets spéciaux concrets, tu vois. Ah, de ouf, ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est pour moi aller peut-être un peu trop loin, je sais pas si je lirai la suite, honnêtement. Oui. Non, c'est comme dit, c'est pas du slasher grand public, c'est pareil, je peux te citer Violent Shit, Infantry of Doom, ce genre de truc vraiment plaisir, mon grand, ou grotesque et tout, qui est un film, vraiment un pur torture porn japonais, mais absolument ignoble et tout, mais ultra bien fait quand même, tu vois. Mais il y a vraiment, voilà, il y a plein d'autres films, mais qui eux sont vraiment, c'est plutôt les VHS que tu te passerais sous le manteau à l'époque, parce que et même d'ailleurs, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste de la communication, parce que sur la couverture du premier numéro, il y a marqué banni dans 5 pays, et sur la couverture du numéro 2, il y a marqué banni dans 8 pays. Et je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou si c'est juste de la com, parce que c'est quand même clairement de la BD qui effectivement pourrait ne pas passer certains pays. Ah bah évidemment. Après, est-ce que c'est édité dans ces pays dont il parle? Je sais pas, mais en l'occurrence, voilà, c'est vraiment, si vous êtes des gens bizarres comme Arnaud, si vous aimez, voilà, tout ce qui est vraiment le bas de catalogue des saloperies de films d'horreur, tu vois, moi, par exemple, j'ai rigolé devant Cannibal Holocaust, là en l'occurrence j'ai pas rigolé, tu vois. Donc c'est de la vraie bonne BD d'horreur au sens où elle vous pose des questions sur votre santé mentale, est-ce que vous êtes prêt à recevoir comme code graphique, et cette ambiance, voilà, très malsaine. Moi, j'avoue que j'ai vraiment très peur que des gens comme ça existent dans la vraie vie, et donc du coup, de base, ça marche quelque part, du coup, mais ça fait peur. C'est ça. Et par contre, je me pose vraiment la question de est-ce qu'il y aura quelqu'un qui osera éditer ça en France. En tout cas, je le vois pas. Je le vois pas ceux des éditeurs mainstream aussi, pour le coup. Tu vois, je pense que, enfin, tu vois, je dirais Delirium, ouais, et encore, en fait, et encore, franchement. Peut-être c'est vraiment très, très particulier, quoi. Tu sais quoi, je vais voir combien ça coûte et je vais le faire. Je vais économiser. On va l'éditer. Allez, on monte la Kiku Comics. Très bien. Bah écoute, voilà, sur cette note particulière, on va terminer ce Back Issues VO. On vous rappelle, comme pour tous nos formats Back Issues, qu'il y a des liens dans la description du podcast qui vous permettent de récupérer certains des comics chez nos joyeux partenaires lyonnais de Comic Zone. Donc si vous commandez chez eux, vous soutenez à la fois la boutique et le podcast, et on vous en remercie. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires du coup, mais surtout sur les réseaux sociaux. Encore. Le WordPress arrive très bientôt. Vous allez avoir des news là-dessus d'ici les prochaines semaines, je vous le garantis. Et en attendant, partagez le podcast, faites-le vivre à force voix et RT et partage Facebook et partout sur tous les réseaux. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.